Êtes-vous accro aux likes, aux commentaires et à l'approbation des autres? Cette quête désespérée de validation détruit votre paix intérieure et vous transforme en esclave des opinions d'autrui. Il y a 2000 ans, à l'apogée de l'Empire romain, Marc Aurèle régnait sur le monde connu, mais sa véritable bataille était contre ce même besoin maladif d'approbation. Il a développé 9 méthodes stoïciennes qui peuvent littéralement anéantir votre dépendance émotionnelle et vous transformer en quelqu'un d'authentiquement confiant. Ces principes anciens sont si puissants qu'ils vont complètement reprogrammer votre façon de vous percevoir et de percevoir les autres, vous libérant de cette prison mentale en quelques jours seulement. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. As-tu déjà pensé à la raison pour laquelle nous cherchons sans cesse l'approbation des autres, parfois même sans nous en rendre compte? Beaucoup d'entre nous, sans distinction d'âge ou de situation, ressentent à un moment de leur vie ce besoin de validation, cette envie presque irrésistible de recevoir un regard positif, un compliment, une marque d'appréciation. Mais pourquoi ce besoin est-il si présent, parfois si puissant, alors même qu'on voudrait pouvoir affirmer que l'avis des autres ne compte pas? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à ses origines, comprendre d'où il vient, comment il prend forme et s'installe au fil des années. C'est une exploration qui nous pousse parfois à nous arrêter un instant, à regarder en arrière et à revisiter notre histoire personnelle, nos premières expériences sociales, notre relation avec nos parents, puis avec les autres enfants, les professeurs, les collègues, et ainsi de suite. Le besoin de validation, ce désir d'obtenir l'approbation ou la reconnaissance, trouve très souvent ses racines dans la petite enfance. Dès les premiers instants de la vie, le nourrisson est dépendant de la bienveillance et de l'attention de ses parents ou de ses figures d'attachement. Un simple sourire, une caresse, une remarque positive suffisent à renforcer son sentiment de sécurité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il comprend que certains comportements attirent ces marques d'affection, tandis que d'autres peuvent provoquer de l'indifférence ou des reproches. Cet apprentissage, qui est naturel, va façonner la manière dont l'enfant va rechercher l'approbation autour de lui. Les parents deviennent alors le premier miroir, reflétant à l'enfant une image de ce qui est bien ou mal, de ce qui est valorisé ou non. Cette période influence profondément les schémas émotionnels et relationnels futurs, car l'enfant apprend dès le début que sa valeur passe, au moins en partie, par le regard des autres. En grandissant, ce besoin d'approbation parentale ne disparaît pas. Il se modifie simplement en s'adaptant au nouveau contexte. Lorsque l'enfant entre à l'école, son univers s'élargit et les figures d'autorité se multiplient. L'enseignant, les camarades de classe, parfois les entraîneurs sportifs ou les autres adultes rencontrés hors du cercle familial viennent enrichir son cercle de référence. Dans cette nouvelle dynamique sociale, l'enfant apprend à lire les signes de validation. Une note positive, une parole bienveillante, une invitation à jouer. Le sentiment d'appartenance devient central, et le jeune garçon ou la jeune fille comprend rapidement que l'acceptation du groupe, la reconnaissance des pairs, peuvent devenir aussi, parfois même plus importantes que celle des parents. Cette période de l'école primaire et secondaire est souvent marquée par des moments de doute, de recherche d'identité, où la quête de validation sociale devient particulièrement aiguë. Une fois adultes, ces mécanismes apprennent à se cacher derrière de nouveaux masques. Dans le monde du travail, dans la vie amoureuse, dans les amitiés, la recherche d'approbation subsiste. Elle se manifeste dans le désir de recevoir la reconnaissance d'un supérieur hiérarchique, l'envie d'être apprécié par un partenaire, le besoin de plaire à un groupe d'amis. Ces marques d'estime nous rassurent, nous donnent l'impression d'exister socialement et de mériter notre place. Pourtant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ce besoin de validation a trouvé un terrain particulièrement fertile et parfois même dangereux. Aujourd'hui, bien des personnes évaluent la réussite d'une journée à la quantité de mentions « j'aime » sous une photo, à la présence ou non d'un commentaire flatteur, à la réaction du public virtuel. Chaque notification devient un petit shoot de reconnaissance, de confirmation sociale. Cette dynamique, rendue omniprésente par la technologie, accentue encore la dépendance à l'approbation extérieure, au risque de fragiliser l'estime de soi. Pour Marc Aurèle, l'un des principaux représentants du stoïcisme romain, le besoin de validation constitue un véritable piège pour l'esprit. Il le considère comme une prison invisible, dans laquelle notre bonheur dépend d'éléments échappant à notre contrôle. Selon lui, fonder sa satisfaction sur le regard extérieur ou sur les réactions d'autrui, c'est accepter de ne jamais être libre intérieurement, car la vie des autres est par définition changeant, instable, soumis à 1000 influences. Lorsque l'on cherche constamment à obtenir la reconnaissance d'autrui, on s'expose à la déception, à l'angoisse du rejet, à la peur de ne pas être à la hauteur.
Le stoïcisme propose alors de démasquer ce mécanisme, de le reconnaître afin de mieux s'en libérer. En prenant conscience que ce besoin a été appris, que ce schéma n'est pas une obligation inéluctable, mais résulte d'une construction sociale et personnelle, on ouvre déjà une porte vers la transformation intérieure. La prise de conscience de la racine du besoin de validation est ainsi la toute première étape du cheminement stoïque. Cela ne signifie pas qu'il faille nier ses envies de plaire, ses souhaits légitimes d'appartenir à un groupe, ni rejeter toute forme d'approbation comme si elle était toxique. Il s'agit plutôt de regarder la situation avec honnêteté, sans complaisance, et de comprendre les origines profondes de ces attentes. D'où viennent-elles? À quel moment se manifestent-elles le plus violemment? Sont-elles liées à des situations précises, à certaines relations ou à des périodes particulières de la vie? L'observation attentive de ces mécanismes devient alors la base du travail intérieur. Il devient possible de débusquer les automatismes, de commencer à s'en distancer peu à peu, d'apprivoiser autrement la quête de reconnaissance. Marc Aurèle insistait sur la nécessité de méditer sur ses pensées, apprendre à les identifier, à voir comment elles influencent la perception de soi et du monde. Lorsqu'un sentiment de fierté naît suite à un compliment, ou au contraire, lorsque la tristesse apparaît après un reproche, il est utile, selon lui, de s'arrêter un instant et de se demander pourquoi ces réactions sont aussi fortes. Est-ce l'enfant intérieur, toujours avide du regard parental, qui cherche sa dose de validation? Ou bien est-ce la peur d'être mis à l'écart, d'être jugé insuffisant? Ce questionnement honnête, bienveillant envers soi-même, permet déjà de créer une distance avec le besoin de validation. On n'est plus emprisonné par ses propres réactions, mais capable d'observer, puis de choisir comment y répondre. Comprendre la racine du besoin de validation, c'est donc reprendre le contrôle sur une part de sa vie intérieure. Ce processus ne promet pas de tout résoudre en quelques jours ou même en quelques mois, mais il offre une voie de réflexion salutaire, une invitation à se reconnecter à sa propre valeur, indépendante des regards extérieurs. En identifiant les traces de notre histoire personnelle, en démasquant les schémas hérités de l'enfance ou amplifiés par la société de l'image, on peut travailler à redéfinir ce qui compte vraiment. Le stoïcisme, et en particulier les écrits de Marc Aurèle, encouragent cette démarche pragmatique. Partir de l'observation de ses propres faiblesses pour mieux les transformer et petit à petit s'éloigner du piège du besoin de validation. Il est frappant de constater que cette réflexion, amorcée dès l'Antiquité, reste terriblement actuelle à l'ère du numérique. Le fonctionnement psychologique de la validation sociale n'a au fond pas changé. Il s'insinue dès le plus jeune âge, mute en fonction du contexte, s'adapte à la modernité, mais conserve la même puissance. Ce sont les outils qui évoluent. Hier, le cercle familial, aujourd'hui une communauté virtuelle composée de centaines ou de milliers de personnes, parfois même d'inconnus. Le désir de reconnaissance, de louange, la peur du rejet ou de l'indifférence sont des moteurs humains universels qui ont traversé les siècles et se manifestent toujours avec une force égale. Lorsque Marc Aurèle écrit, il rappelle constamment à ses lecteurs que la stabilité émotionnelle ne peut jamais dépendre de facteurs extérieurs. S'il est agréable et naturel de recevoir des retours positifs, il prône de ne pas y attacher son identité, de ne pas construire son estime personnelle sur la base de jugements étrangers à soi. Selon lui, il est plus sage de s'interroger sur ce qui dépend vraiment de nous, nos choix, nos réactions, la façon dont nous abordons le monde et les difficultés. Ce recentrage sur l'intériorité marque la grande force du stoïcisme, qui ne cherche pas à nier la réalité, ni à fuir la société, mais à vivre au sein de celle-ci sans devenir l'esclave des opinions changeantes. Certaines personnes pourront se demander si le désir de validation n'est pas finalement nécessaire, voire indispensable, à la vie en communauté. Il est vrai que la vie en société repose sur une certaine forme de reconnaissance mutuelle, que chacun a besoin d'appartenir et de recevoir des marques d'acceptation. Le piège réside dans l'excès, dans le fait de conditionner son bien-être à la quantité de signes extérieurs accumulés. Le stoïcisme invite simplement à ne plus faire de cette validation le moteur principal de la confiance en soi ou du sentiment de valeur personnelle. Il encourage à trouver un équilibre, valoriser les liens authentiques, apprécier les marques de respect sincères, mais ne jamais oublier que la tranquillité d'esprit doit toujours venir de l'intérieur. Au bout du compte, comprendre la racine du besoin de validation, c'est prendre conscience que ce besoin, aussi humain soit-il, peut nous enfermer dans un cercle de dépendance. Ce n'est qu'en identifiant ses origines dans l'enfance, en reconnaissant son évolution derrière nos comportements quotidiens et en questionnant honnêtement notre rapport aux autres que l'on peut amorcer une transformation réelle.
Ce travail d'introspection, tel que le propose Marc Aurèle, ne demande ni renoncement ni repli sur soi, mais une vigilance lucide face à nos propres émotions et attentes. Lorsque l'on parvient à ce degré de conscience, il devient alors possible de goûter à une plus grande liberté intérieure, de vivre pleinement sans chercher sans cesse l'approbation de ceux qui nous entourent. La clé, selon la tradition stoïque et les remarques de Marc Aurèle, consiste donc à observer ses réactions sans complaisance, à repérer le moment où le désir de validation commence à dicter nos choix, nos paroles, nos silences. Ce n'est pas un acte de dureté envers soi, mais un exercice de lucidité, l'acceptation de notre part vulnérable, toujours sensible à la reconnaissance, et en même temps le refus d'être dominé par ce mécanisme. Ce cheminement, qui commence par la compréhension de nos racines psychologiques, peut ouvrir la voie à une existence moins dépendante, plus authentique, moins lasse des hauts et des bas imposés par les jugements extérieurs. En avançant ainsi, il devient plus aisé de retrouver le plaisir d'agir pour soi, de faire le choix du courage, de l'initiative, de l'authenticité, sans attente systématique de récompense sociale. On apprend à distinguer ce qui relève du regard de l'autre et ce qui tient à notre propre parcours, nos aspirations, nos valeurs. On cesse alors de mesurer la réussite à la quantité de reconnaissance accumulée et on redonne tout son sens à la satisfaction issue de l'effort personnel, du respect de ses principes, de la cohérence avec soi-même. Cette façon de voir, bien loin de prôner l'indifférence envers autrui, propose au contraire de cultiver des relations sincères, basées sur le respect de chacun et non sur la dépendance affective à l'égard des validations extérieures. La compréhension de la racine du besoin de validation, telle qu'elle est présentée dans le stoïcisme et chez Marc Aurèle en particulier, apparaît donc comme une étape décisive pour quiconque souhaite gagner en liberté et en force intérieure. C'est un appel à l'honnêteté envers soi-même, à la curiosité bienveillante, à l'analyse sans complaisance de ce qui, très souvent, façonne inconsciemment nos attitudes, nos envies, nos regrets. À partir de ce point d'appui, il devient possible de réapprendre à s'écouter moins dans l'attente du regard d'autrui et plus dans le respect de sa propre histoire et de ses objectifs réels. Ce chemin, parfois exigeant, recèle la promesse d'un apaisement durable, d'une autonomie émotionnelle retrouvée, d'une vie débarrassée du carcan imposé par la quête effrénée de validation. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent imperturbables face au jugement des autres? Il y en a pour qui la vie extérieure glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, alors que pour d'autres, un simple commentaire négatif peut gâcher toute une journée. Ce que Marc Aurèle partage à propos de l'indépendance émotionnelle aide vraiment à comprendre cette différence. À son époque, pendant l'Empire romain, la vie sociale était déjà très exigeante, les critiques n'étaient pas rares, et les attentes de la société pouvaient vite devenir écrasantes. Pourtant, il avait trouvé un moyen d'avancer sans être esclave des opinions extérieures, et ce principe n'a rien perdu de sa pertinence aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux et le poids du regard public. L'indépendance émotionnelle, selon ce que Marc Aurèle enseigne, n'est pas l'idée de devenir insensible ou froid. Il s'agit plutôt de réussir à garder le contrôle de son propre monde intérieur, de ne pas devenir dépendant des réactions ou des pensées d'autrui pour déterminer ce qu'on ressent, ce qu'on pense ou ce qu'on fait. En gros, c'est la capacité de se sentir bien sans attendre une approbation extérieure et de ne pas se sentir détruit au moindre reproche. Marc Aurèle conseille de s'attacher à ses propres principes, à ce qui compte vraiment pour soi, plutôt qu'aux louanges ou aux critiques du monde extérieur. C'est simple à dire, mais dans la pratique, ça demande une vraie discipline. On est tous exposés, tout le temps, à des retours des autres, que ce soit un regard en coin dans la rue, le ton d'un collègue, un commentaire sous une publication, ou même le silence d'un proche. Et dans cette exposition permanente, rester solide à l'intérieur, comme il le suggère, peut faire une vraie différence sur la façon dont on vit et sur notre bien-être général. Pour s'entraîner à cette indépendance du jugement extérieur, il y a une pratique que Marc Aurèle mettait beaucoup en avant, l'analyse quotidienne de ses pensées. Plutôt que de laisser les émotions et les avis extérieurs diriger la journée, il conseillait de prendre le temps, chaque soir ou chaque matin, de revenir sur les événements vécus et sur les réactions qu'on a pu avoir. Cette attention toute simple, un moment honnête avec soi-même, permet déjà de se rendre compte à quel point, parfois, on a laissé les réflexions ou les jugements des autres influencer notre humeur ou nos décisions. Cette étape, toute simple à la base, demande seulement un peu de rigueur, prendre un moment tranquille pour se demander « Pourquoi cette critique m'a-t-elle autant touché ? Ce compliment m'a-t-il vraiment aidé ou est-ce juste mon ego qui a gonflé ?» Ces questions, posées avec lucidité, aident à comprendre à quel point on laisse entrer la vie des autres dans notre espace intérieur, souvent sans même s'en rendre compte.
Un des points essentiels que Marc Aurèle rappelle souvent, c'est que le monde intérieur est le seul domaine sur lequel on peut vraiment agir. Les pensées, les émotions, les valeurs, tout cela ne dépend que de nous et ne peut être gouverné par personne d'autre. Il insiste sur la nécessité de se recentrer, de se poser la fameuse question « Ce que je ressens ou ressens-je cela à cause de ce que j'ai décidé ou parce que je veux être apprécié ?» Par cette méthode, il devient plus facile de voir qu'on a souvent donné trop de pouvoir aux autres sur notre tranquillité d'esprit. Bien sûr, ce chemin vers l'autonomie émotionnelle ne signifie pas ignorer tout ce que disent les autres ou vivre coupé des relations, mais plutôt d'apprendre à recevoir, à filtrer, sans que chaque phrase ou chaque non-dit se transforme en épreuve personnelle. La société actuelle pousse souvent à la performance comparée, à la recherche permanente d'un regard approbateur. Un exemple, c'est sur les réseaux, où chaque publication reçoit ou pas un certain nombre de « j'aime » et où le moral peut parfois monter ou descendre selon l'engagement. Marc Aurèle, lui, écrivait à une époque où les réactions se transmettaient de façon plus directe, mais la tentation de se conformer, de rechercher l'attention, existait tout autant. Ce qu'il propose, c'est de faire passer l'opinion qu'on a de soi-même avant tout le reste. Cela signifie s'attacher à ses propres critères de valeur, à ses objectifs, à la cohérence de ses actions avec ses idées. Il mentionne souvent l'idée que la seule personne à qui il faut rendre des comptes, au fond, c'est à soi-même. Pour garder la maîtrise de son monde intérieur, il explique qu'il faut apprendre à distinguer entre ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Les avis des gens, les modes, tout ça change trop vite pour que ce soit une base solide pour définir son identité. Par contre, ce qu'on pense de ses actes, le respect de ses propres principes, ce sont des bases stables qui ne dépendent pas des goûts ou du bon vouloir de la foule. Quand on se concentre là-dessus, les mouvements de la critique ou de l'éloge n'ont plus le même poids. On devient vraiment le gardien de son propre espace intérieur. Dans la vie de tous les jours, cette façon de faire se traduit de plusieurs façons. Par exemple, quand on reçoit une remarque désobligeante ou quand on ne reçoit pas de compliments après un effort important, il devient plus facile de ne pas partir dans la rumination ou la dévalorisation. Au lieu de se demander pourquoi il n'a pas remarqué, on se demande simplement si l'action était cohérente avec ce qu'on estime juste. De la même manière, si quelqu'un nous fait des éloges exagérés, cela ne fait pas enfler l'ego de façon démesurée parce qu'on sait que la valeur de ce qu'on fait n'a pas besoin d'être portée au nu pour exister. Cette présence à soi-même, cette capacité à se regarder avec lucidité mais sans complaisance, permet donc de mieux gérer les hauts et les bas de la vie sociale. Ce que Marc Aurèle recommande, c'est de ne pas laisser entrer n'importe quelle opinion dans son fort intérieur. On peut écouter, apprécier une critique quand elle est constructive, mais il n'y a aucune obligation à transformer chaque regard en verdict ou chaque parole en loi. L'autonomie émotionnelle, vue sous cet angle, donne beaucoup de sérénité. Si on ne dépend plus des applaudissements ni des critiques, on gagne un espace de liberté précieux. Cela va à l'encontre de ce qu'on nous apprend souvent, mais cette discipline change vraiment la donne sur le long terme. Cela ne veut pas dire non plus devenir fermé à toute suggestion, mais créer un filtre solide entre la personne qu'on veut devenir et les sollicitations incessantes venues de l'extérieur. L'idée, c'est de se construire une identité qui ne dépend plus du nombre de marques d'attention qu'on reçoit, mais de la fidélité à ses propres valeurs. Marc Aurèle, encore une fois, revient sur cette idée dans beaucoup de ses écrits. Sois ce que tu décides d'être. Reste sur le chemin que tu estimes, juste, indépendamment de la reconnaissance. Pour lui, les émotions sont là, mais on ne doit jamais leur céder complètement, surtout si elles sont liées au regard d'autrui. Ce n'est pas un combat contre la nature humaine, c'est juste une façon de ne pas laisser la météo des autres gouverner son climat intérieur. L'autre aspect important quand on suit ce conseil, c'est qu'il devient possible d'affronter beaucoup plus facilement les désaccords et même les conflits. Si je ne m'attache plus à l'idée d'être validé à chaque instant, si je ne redoute pas que le fait de déplaire soit une catastrophe, je peux exprimer mes avis, poser mes limites et garder mon calme même quand quelqu'un n'est pas d'accord. Ce n'est pas toujours évident, car l'envie de plaire revient vite, parfois sous des formes très subtiles. Mais en s'exerçant à l'observation, on apprend à reconnaître quand elle surgit. C'est comme s'entraîner à repérer un réflexe et, peu à peu, réussir à le transformer en autre chose. Une assurance tranquille, une confiance en son propre jugement. Ce mode de fonctionnement aide aussi à sortir de la spirale de l'adaptation excessive.
Beaucoup de gens, dans leur vie professionnelle ou personnelle, finissent par se modeler, parfois même inconsciemment, sur les attentes perçues des autres. Cela crée de l'insatisfaction et la sensation de ne plus être vraiment soi. Avec une autonomie émotionnelle solide, il est plus facile d'être fidèle à son chemin, sans besoin de se travestir pour chaque contexte ou relation. Quand on fait ce choix, on découvre souvent que les interactions deviennent plus sincères, que les liens durent et se renforcent, même si tous ne sont pas basés sur l'admiration. Marc Aurèle conseille aussi de pratiquer cette autonomie en mettant à distance la peur de l'échec ou du rejet. Il répète souvent que rien ne sert de trop redouter la critique, car elle arrive à chacun tôt ou tard, peu importe le degré d'effort ou d'excellence. En apprenant à relativiser l'impact de la vie des autres, non seulement on souffre moins des moments où ça ne marche pas comme on voudrait, mais on ose aussi davantage, on tente plus de choses, on accepte d'être mal compris ou critiqué. Ce n'est plus une menace insupportable, juste un événement parmi d'autres dans la vie. L'autonomie émotionnelle rend également plus résistant aux tentatives de manipulation. Quand quelqu'un essaie de nous faire agir ou penser d'une certaine façon juste pour satisfaire son intérêt ou obtenir une réaction, si on dépend trop de son approbation, on se laisse embarquer très facilement. Mais en ayant ce socle intérieur solide, il devient plus facile de dire non, de refuser certains jeux de pouvoir, de rester droit dans ses bottes, même quand l'entourage insiste. Cela n'enlève rien à l'amabilité ou à la bienveillance, mais cela empêche de se faire balader à gauche, à droite, sans cap précis. D'un point de vue santé mentale, cette façon de gérer ses émotions a aussi des bénéfices importants. Moins d'angoisse liées aux doutes permanents, moins de montagnes russes émotionnelles, un rapport à l'échec beaucoup plus apaisé. Les études contemporaines sur la psychologie de la résilience rejoignent d'ailleurs souvent ce que Marc Aurèle expliquait il y a plus de 19 siècles. Ceux qui apprennent à faire la paix avec eux-mêmes résistent mieux aux tempêtes extérieures. Il y a souvent un obstacle à franchir au début, surtout pour ceux qui ont toujours vécu en cherchant l'approbation. Les premiers temps, essayer de ne pas s'accrocher à l'avis des autres peut donner l'impression de s'isoler ou de devenir insensible. Mais au fil du temps, cette petite distance permet d'élargir au contraire le cercle des échanges authentiques. On se sent moins vulnérable, moins obligé de se justifier ou de se défendre à tout bout de champ, et plus apte à rester serein dans des situations qui, avant, auraient mis la pression. Dans les situations où on doit prendre une décision difficile, l'autonomie émotionnelle aide aussi énormément. Par exemple, choisir de changer de métier, mettre fin à une relation ou prendre une direction de vie peu populaire auprès de l'entourage. Beaucoup hésitent à cause de la peur du regard négatif. En développant son autonomie intérieure, on arrive à évaluer ce qui compte selon ses propres critères, à assumer ses choix même s'ils ne font pas l'unanimité, et à vivre ensuite avec moins de regrets ou d'hésitations internes. Cette indépendance émotionnelle soulignée par Marc Aurèle requiert toutefois une forme de discipline quotidienne. Il faut du temps pour que les automatismes changent, pour que le besoin de validation s'estompe vraiment. Cela passe par des petits pas, des ajustements dans la façon de réagir aux louanges comme aux critiques, et la répétition consciente de cette attitude jour après jour. Avec l'habitude, l'esprit trouve plus facilement son axe, et l'on devient moins perméable aux fluctuations constantes de l'environnement social. Un autre bienfait de cette manière de vivre est le sentiment d'être acteur de son destin. Quand on ne dépend plus des autres pour évaluer sa valeur, on devient libre d'oser, d'essayer, de se tromper sans trop de drame. Les victoires sont plus savoureuses parce qu'elles correspondent à un chemin personnel, et les défaites ne sont plus des catastrophes, juste des étapes d'apprentissage. Ce n'est pas que les événements extérieurs n'affectent plus du tout, mais ils prennent une importance relative, et l'ancrage intérieur n'est plus menacé à chaque changement d'ambiance ou d'opinion autour de nous. L'indépendance émotionnelle n'efface pas le besoin de relations, d'amitié, d'amour ou de reconnaissance de temps en temps. Elle permet simplement de vivre ces relations dans une forme plus stable, sans attente excessive, sans peur du rejet permanent. Cela rend chaque lien plus libre, plus réjouissant et moins soumis à un impératif de performance sociale. Ce changement se remarque par exemple dans la façon de pardonner ou de laisser partir certaines personnes, sans ressentiment ou drame intérieur exagéré, car la valeur propre ne dépend plus du maintien d'un réseau d'admiration ou de validation. On peut résumer ce propos de Marc Aurèle en disant que l'autonomie affective, pour lui, est la cible principale. Faire en sorte que ce soit soi-même qui pilote ses émotions, que l'on puisse rester droit dans ses convictions, calme dans l'adversité, égal dans la joie comme dans les déceptions. Ce chemin passe par l'observation, l'honnêteté envers soi,
et l'effort constant pour ajuster son regard à ses vrais besoins plutôt qu'aux caprices de la société. Même aujourd'hui, à une époque où tout pousse à rechercher une reconnaissance rapide et où l'insécurité émotionnelle est un vrai problème de société, ce rappel de Marc Aurèle garde une grande force. Pour sortir de la dépendance à la validation et gagner en stabilité émotionnelle, il n'est pas question de s'exclure ou de mépriser le monde, mais d'y participer avec une boussole intérieure solide. C'est ça, garder son esprit souverain, comme le conseillait Marc Aurèle. Vivre pleinement, sans que chaque avis, chaque compliment ou chaque critique ne vienne secouer le socle intérieur qu'on a pris le temps de construire. La satisfaction personnelle naît alors beaucoup moins de ce qui arrive à l'extérieur que du sentiment d'avoir été fidèle à ce qu'on juge essentiel. Même si ce n'est jamais parfait, même si parfois on retombe dans l'envie d'être aimé ou applaudi, le simple fait d'être sur la voie de cette autonomie change beaucoup de choses. Cela rend la vie plus légère, moins encombrée de doutes ou de représentations à tenir. On commence alors à apprécier la tranquillité paisible de ceux qui n'attendent ni la gloire, ni l'absolution des autres pour avancer, mais qui puisent dans leurs propres ressources la valeur de chaque jour. Voilà ce que Marc Aurèle propose à travers l'indépendance émotionnelle, la force de rester soi-même, d'habiter son propre monde intérieur, sans redevoir sans cesse justifier son existence ou son bonheur au tribunal des idées reçues. Pour aller un peu plus loin dans la façon de gérer ses émotions quand on fait face au jugement extérieur, il faut se pencher sur la manière dont on accueille et traite toutes les opinions qui arrivent vers nous chaque jour. Dans la vie quotidienne, on reçoit constamment des avis, des suggestions, des critiques ou parfois des compliments. C'est presque impossible de tout arrêter ou de vouloir se protéger en permanence de chaque opinion qui passe. Cependant, ce qu'enseignent les stoïciens, et particulièrement Marc Aurèle, c'est qu'il ne s'agit pas de fermer les oreilles, mais plutôt de développer une sorte de discernement, une capacité à faire le tri parmi tout ce qu'on entend. Ce discernement n'est pas quelque chose d'automatique pour tout le monde. Dès le plus jeune âge, on a tendance à vouloir écouter tout le monde, à croire que la moindre critique cache une vérité absolue, ou que tous les compliments sont le reflet d'une réalité. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend vite compte que la plupart des opinions extérieures sont influencées par 1000 petits détails. L'émotion du moment, les intérêts de l'autre, son humeur, parfois même juste son envie de parler ou d'exister aux yeux de quelqu'un. Très peu d'avis sont vraiment objectifs ou désintéressés. Il y a souvent une part de subjectivité, voire carrément de projection personnelle. C'est justement pour ça que Marc Aurèle insistait sur le besoin de filtrer, de ne donner de l'importance qu'aux propos qui sont vraiment constructifs ou fondés. En pratique, cette capacité se construit petit à petit. Ça commence en observant comment on réagit instinctivement devant les commentaires négatifs ou positifs. Dès qu'on reçoit une réflexion, on peut prendre un petit temps pour se demander « Est-ce que cet avis m'aide vraiment ou est-ce qu'il ne fait que flatter mon ego ou, au contraire, égratigner mon sentiment de sécurité ?» Cette question n'a rien d'évident au début, parce qu'on a tous des réflexes naturels qui nous poussent à vouloir plaire à tout le monde, ou parfois à éviter la confrontation à tout prix. En développant ce réflexe d'interrogation, on commence à voir que toutes les opinions ne se valent pas. Ce qui fait la particularité de la pensée stoïque là-dessus, c'est que l'on n'est pas obligé de répondre à chaque remarque, ni de se justifier à chaque critique. La réaction première, celle qui consiste à se défendre ou à expliquer, peut être mise de côté le temps de l'analyse. On gagne alors en temps et en énergie, parce qu'on ne part pas dans une spirale de justification qui n'en finit plus. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement d'accepter que tout le monde ne soit pas d'accord, ou même de laisser certaines remarques passer sans leur accorder plus d'attention qu'il ne faut. C'est un état d'esprit qui n'encourage ni arrogance ni repli, mais une forme de respect tranquille pour soi-même. Il est aussi important de distinguer vraiment ce qui relève de la critique constructive de ce qui n'est qu'une opinion passagère, un jugement rapide ou une remarque faite sur un coup de tête. Une critique constructive a un but. Elle vise à aider à progresser. Elle est souvent précise, argumentée et parfois même accompagnée d'une suggestion pour s'améliorer. Ce type de commentaire-là, il vaut la peine d'être écouté, même s'il peut piquer au début. C'est grâce à ce genre de retour qu'on avance, qu'on apprend sur soi et qu'on évite de stagner ou de répéter les mêmes erreurs. À l'inverse, les jugements vagues, insultants ou infondés ne méritent pas qu'on y consacre son énergie. Ils ne disent rien de vraiment utile sur la situation ou sur la personne qu'ils visent. Ils relèvent souvent du ressenti immédiat de celui qui les prononce. Pour rendre ce travail plus concret, certains trouvent utile de se poser des questions simples avant de réagir à une opinion. Est-ce que cette personne me connaît assez pour juger? Est-ce qu'elle veut vraiment mon bien? Ou est-ce qu'elle cherche juste à se mettre en valeur, à se défouler ou à critiquer sans raison?
Est-ce que ce commentaire correspond à une habitude de cette personne ou est-ce quelque chose d'inhabituel? En prenant le temps de réfléchir, même quelques secondes, on évite déjà de se laisser happer par la première vague émotive. Par ailleurs, ce tri permet aussi de ne pas se laisser troubler par les flatteurs ou les personnes qui jouent sur l'excès de compliments. Il y a des gens qui savent très bien flatter pour obtenir quelque chose ou juste pour mettre les autres dans une position de dépendance affective. Marc Aurèle parlait d'indifférence face autant aux louanges qu'aux reproches, car il savait que les deux peuvent fausser la perception qu'on a de soi. Si on commence à se fier uniquement aux compliments, on peut très vite tomber dans une forme de dépendance ou de narcissisme. Et si on ne voit que les critiques, on risque de douter en permanence de sa valeur. Trouver une zone neutre permet d'apprécier ce qui est dit sans perdre l'équilibre. En société, cette façon d'aborder les opinions a aussi un impact sur la façon dont on crée et entretient les liens. Quand on ne laisse pas chaque remarque bouleverser sa confiance, on devient plus posé dans ses rapports avec les autres. On développe une réputation de personne solide, capable d'entendre un avis sans se sentir obligé de changer, mais aussi ouverte à la discussion quand cela a du sens. Cela simplifie beaucoup le climat autour de soi, car les autres sentent qu'ils n'ont pas un pouvoir illimité sur votre humeur ou vos choix. Ce discernement est aussi essentiel pour ne pas tomber dans certains pièges courants, par exemple la tendance à vivre à travers les yeux des autres ou à croire que l'opinion dominante doit toujours être suivie. Il existe toujours des modes, des courants de pensée ou des pressions collectives qui essaient d'imposer une seule façon d'agir ou de penser. Savoir faire la part des choses entre l'opinion collective et son propre jugement, c'est se donner la possibilité de ne pas agir par peur du rejet ou dans le seul but d'être accepté. Cela ne signifie pas qu'on s'isole ou qu'on refuse toute forme de critique, mais qu'on apprend à ne pas tout prendre pour argent comptant. Une fois ce filtre intérieur mis en place, la réaction aux avis extérieurs change beaucoup. On prend moins les choses personnellement. Si quelqu'un exprime un désaccord ou que les choix qu'on fait ne plaisent pas à tout le monde, cela devient moins douloureux. On garde à l'esprit que chaque avis en dit souvent autant sur la personne qui le donne que sur le sujet lui-même. Du coup, on arrive à rester focalisé sur ses objectifs ou ses priorités, plutôt que d'être sans cesse tiré à droite ou à gauche. En entreprise ou dans un groupe, c'est aussi un atout, parce qu'on ne se laisse pas manipuler par le premier avis fort exprimé ou par la personne qui parle le plus fort. On écoute, on prend en compte ce qui aide. On laisse de côté ce qui n'apporte rien de neuf ou qui relève de la simple humeur du moment. Cela aide aussi à mieux faire la différence entre leadership et popularité. On apprend à tenir son cap quand c'est nécessaire et à écouter vraiment quand l'avis des autres apporte une vraie valeur ajoutée. Là où ça devient intéressant, c'est que ce discernement rend aussi plus créatif et indépendant dans sa réflexion. Quand on n'est plus prisonnier du besoin d'être validé, on ose davantage exprimer ce qu'on pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde. On expérimente, on prend des décisions pour de vraies raisons, pas juste pour correspondre à l'attente du moment. Cela diminue la peur du jugement ou de l'échec, car chaque retour qui ne colle pas à ce qu'on voulait entendre ne devient plus une catastrophe, ni une obligation de tout remettre en cause. Pour ceux qui ont tendance à douter ou à hésiter constamment parce qu'ils sont trop sensibles à l'opinion ambiante, cet apprentissage peut être libérateur. Il ne s'agit pas d'arrêter de tenir compte des conseils ou des signaux extérieurs, mais de créer une sorte de hiérarchie. Certaines personnes ou certains retours méritent d'être vraiment pris en compte parce qu'ils viennent de gens compétents, bienveillants ou qui connaissent les situations de l'intérieur. D'autres méritent juste d'être entendus poliment, puis rangés de côté sans effet sur l'estime de soi ou sur les décisions à prendre. Avec ce discernement, on devient aussi moins vulnérable à la pression sociale ou aux phénomènes de masse. Par exemple, sur les réseaux sociaux, une opinion qui devient virale ou très populaire est parfois perçue comme une vérité, alors qu'elle est juste partagée par beaucoup de gens à un instant donné. En gardant ce filtre, on évite de confondre popularité et pertinence, et on continue à avancer selon ses propres convictions, informées bien sûr, mais pas dictées intégralement par la tendance générale. Ce filtre mental aide également à ne pas tomber dans la frustration ou dans le sentiment de ne jamais être assez, en ne donnant de l'importance qu'aux avis fondés, pertinents et constructif. On s'épargne des moments d'auto-flagellation ou des remises en question inutiles. Il n'est pas rare que, dans certains contextes, les attentes des autres soient impossibles à satisfaire ou contradictoires entre elles. En se basant sur ce discernement, on se protège d'une course effrénée et sans fin à la validation de tous. En résumé, développer cette capacité à faire le tri entre les différentes opinions, c'est s'offrir un véritable outil de stabilité et de sécurité intérieure.
Même en cas de grosse remise en question ou face à une critique importante, on garde assez de distance pour ne pas être submergé. Cela permet aussi de remercier sincèrement ceux qui aident ou qui proposent des pistes pour progresser, tout en gardant l'assurance de ne pas être entièrement défini par ce que les autres attendent ou jugent à chaque instant. On pourrait croire que ce mode de fonctionnement isole ou qu'il rend moins attentif aux autres. C'est tout l'inverse. Il permet de créer des échanges plus équilibrés, plus respectueux des différences, sans basculer dans la susceptibilité ou l'indifférence totale. En pratiquant ce discernement, les moments de solitude ou de doute deviennent moins pesants et on se sent plus apte à aborder de nouveaux défis sans craindre d'être démoli par la critique ou le manque d'enthousiasme des autres. Bien sûr, cette compétence n'est jamais acquise une fois pour toutes. Il y aura toujours des moments où un avis blessant ou inattendu touchera plus que prévu. Mais avec de l'entraînement, le retour à l'équilibre se fait plus vite. On passe moins de temps à ressasser et plus de temps à agir, à se fixer ses propres objectifs et à savourer ce que l'on a accompli selon ses vrais critères. Ce type de discernement rend le parcours de chacun plus stable, ce qui aide aussi à tisser des liens plus sincères. Ce n'est plus l'écho de la validation qui rythme toute la relation, mais un réel échange, parfois contradictoire, mais respecté de part et d'autre. Cela allège les attentes et donne de la place à la spontanéité, à des discussions construites et à des décisions prises pour de bonnes raisons, pas juste pour éviter le conflit ou pour chercher à tout prix l'approbation. Rester authentique et lucide dans ces interactions demande un apprentissage, de la patience et la capacité d'accueillir les opinions utiles tout en renonçant à celles qui ne servent pas, sans animosité ni fermeture d'esprit. Recevoir une critique ou un compliment peut rendre heureux ou fait parfois mal, mais la façon stoïque de faire le tri en laissant passer ce qui n'aide pas et en ne gardant que ce qui aide à avancer permet de grandir à son rythme sans se sentir ballotté à chaque nouvelle parole prononcée. Au final, cela change vraiment le rapport aux autres, au groupe et surtout à soi-même. Ce qui rend la démarche du stoïcisme accessible dans le quotidien, c'est la mise en place d'un rituel simple et régulier qui ne demande aucune condition particulière. La méditation personnelle, ce moment particulier où l'on s'arrête pour regarder sa journée, ses actes et ce qui a traversé ses pensées. C'est un exercice très ancien et en même temps parfaitement adapté à notre époque où tout va vite, où l'on ne prend presque plus le temps de faire le point avec soi-même. Marc Aurèle et d'autres stoïciens avaient compris l'importance de cette pause, non pas comme un acte de retrait hors du monde, mais comme une façon de garder les pieds sur terre, de remettre ses émotions à leur juste place et de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Pour eux, la méditation n'a rien de religieux ou d'ésotérique. C'est simplement un moment pour examiner sa vie, les épisodes du jour, et pour reconnaître ce qui aurait pu être mieux fait ou géré avec plus de calme. Ils ne cherchaient pas la perfection, mais cette prise de conscience qui permet, à force de répétition, de progresser chaque jour, un pas après l'autre. Dans la réalité de tous les jours, ce rituel de la méditation stoïque prend souvent la forme d'un bilan le soir, ou parfois le matin, selon l'emploi du temps de chacun. Il s'agit simplement de s'installer dans le calme, d'éteindre les distractions comme les écrans, et de passer en revue les événements récents. Certains préfèrent le faire dès qu'ils rentrent du travail, d'autres juste avant de se coucher. Cela peut durer quelques minutes ou plus. Ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais la qualité de l'introspection. On essaye de se souvenir sans filtre de ce qu'on a pensé, ressenti, comment on a réagi pendant la journée. C'est un moment où, sans se juger trop durement ni s'auto-congratuler, on regarde avec lucidité les moments où l'on a cherché l'approbation des autres ou où l'on a réagi de manière excessive, simplement pour se sentir validé ou éviter le malaise. Ce travail honnête commence par la reconnaissance qu'il y a une part de nous qui cherche naturellement la validation des autres, comme une habitude héritée ou un réflexe social. Pendant l'exercice, on revient sur ces instants où, par exemple, une remarque nous a touchés, ou un silence nous a mis mal à l'aise, ou encore où le regard d'un proche nous a poussés à nous comporter d'une certaine façon. L'objectif n'est pas de se blâmer, mais d'identifier ces moments où le besoin de plaire a pris le dessus, même brièvement. On apprend à les reconnaître sans honte, car c'est à partir de cette prise de conscience que peut commencer un véritable changement. En observant calmement ces réactions, à la lumière du vécu récent, chacun devient un peu plus vigilant dès le lendemain face aux automatismes qui se répètent depuis des années. Beaucoup de personnes commencent rapidement à remarquer, juste après quelques séances régulières, qu'elles repèrent de mieux les déclencheurs de leur dépendance à la validation, un message resté sans réponse, un projet non salué, une remarque qui semblait anodine mais qui tourne en boucle dans la tête.
Marquer consciemment ces épisodes leur donne moins de pouvoir, car dès qu'ils sont repérés, ils perdent leur magie inconsciente. Il est alors possible, la fois suivante, d'avoir un temps d'avance sur ces réactions, d'y répondre avec plus de distance, au lieu de réagir au quart de tour. Cet entraînement mental n'est pas une lutte contre les émotions, mais une manière respectueuse de les comprendre et de les ajuster pour ne pas être dominé par elles. Un autre aspect fort de la méditation quotidienne, c'est la possibilité d'identifier ses propres progrès, même s'ils semblent minimes. Dans un monde où l'on exige souvent des résultats rapides, il est facile d'être déçu si l'on pense être encore prisonnier de la recherche d'approbation après quelques semaines d'efforts. Pourtant, en relisant ces notes ou en repensant à certains épisodes, on se rend compte qu'on s'est peut-être moins préoccupé des avis secondaires, ou qu'on a osé dire non sans se sentir coupable. Ce genre d'évolution discrète, visible seulement quand on prend du recul, est le vrai signe d'une transformation intérieure. Ceux qui notent leurs impressions chaque soir avec honnêteté peuvent, après quelques semaines ou quelques mois, relire ces pages et mesurer les changements dans leurs réactions et leur état d'esprit. Cette auto-observation bienveillante permet aussi de détecter d'autres schémas émotionnels liés à la validation qui parfois ne sont pas évidents. Par exemple, certains réalisent qu'ils ont tendance à surcompenser, à vouloir anticiper toutes les attentes ou à s'excuser sans raison, simplement pour éviter le rejet. Ces stratégies automatiques, une fois mises en lumière, cessent d'être des fatalités. On n'est pas obligé de tout corriger d'un coup, mais la répétition du rituel donne un sentiment de maîtrise de plus en plus fort. Il devient possible peu à peu de transformer « je dois être apprécié à tout prix » en « j'ai conscience de ma valeur », même si certains ne la reconnaissent pas. La méditation stoïque n'invite pas à devenir passif ou stoïque au sens froid du terme, mais à agir de façon réfléchie si une situation inconfortable se répète. Parfois, le simple fait de repérer un épisode où la recherche de validation a pris le contrôle permet d'en parler, de mettre en place une petite stratégie ou de demander conseil à quelqu'un de confiance. La plupart du temps, savoir, c'est déjà pouvoir agir différemment. Même lorsque la solution n'est pas encore trouvée, ce travail du soir sert de filet de sécurité pour ne pas laisser les émotions s'accumuler sans examen et pour garder la tête claire face à des situations qui, auparavant, auraient généré beaucoup d'angoisse inutile. Il arrive aussi que revisiter sa journée permette de repérer des moments positifs. Parfois, on ne réalise pas que l'on a réussi à ne pas réagir à une provocation ou qu'on a su refuser un service sans mauvaise conscience, alors qu'avant, on aurait cédé en pensant que c'était notre rôle de satisfaire tout le monde. Le fait de mettre ces victoires en lumière donne un élan pour continuer et pousse à poursuivre ce type d'attitude dans la durée. Cela peut sembler insignifiant au début, mais accumuler des petits succès construit une forme de fierté simple, qui ne dépend plus de la validation extérieure. Loin d'être un exercice de performance ou de rigueur excessive, cette pause méditative est aussi un moment où l'on apprend à se connaître sans filtre, dans sa complexité et ses contradictions. Il n'est pas rare que cette habitude développe une tolérance envers soi-même, moins de sévérité vis-à-vis de ses faiblesses et davantage de compréhension pour les réactions des autres qui luttent souvent avec des démons semblables. Ce climat de compréhension apaise les tensions intérieures et évite le piège du « je devrais déjà m'en être sorti ». Pour ceux qui préféreraient une approche plus concrète, il existe des outils simples. Tenir un carnet où l'on note les moments forts ou marquants de la journée, ou simplement répondre chaque soir à quelques questions. Qu'est-ce qui m'a fait réagir aujourd'hui? Ai-je agi pour me sentir accepté ou parce que je croyais en ma décision? Que puis-je ajuster demain pour être plus fidèle à mes valeurs? Ce genre de questions ne vise pas à fabriquer des règles rigides, mais à garder vivant un dialogue intérieur constructif, loin de la rumination stérile. Avec le temps, certains constatent aussi que méditer de façon régulière les aide à mieux préparer les situations à venir. Par exemple, s'ils savent qu'une réunion ou un événement va potentiellement réveiller l'envie de plaire à tout prix, ils peuvent anticiper les difficultés en décidant à l'avance de rester centrés ou de ne pas prendre personnellement certains commentaires. Cette anticipation réduit le stress et donne des armes pour affronter les moments critiques sans panique ni repli. À mesure que la méditation devient un réflexe, on découvre souvent que les réactions automatiques qui dictaient la recherche de validation perdent de leur intensité. Un message désagréable, une critique non sollicitée ou un compliment exagéré ne sont plus accueillis avec la même fébrilité. On acquiert une distance naturelle, une capacité à évaluer la situation plutôt que de se sentir obligé de réagir à chaud. Au lieu de vivre en pilote automatique, soumis à chaque émotion passagère, on se trouve enfin aux commandes, libre de choisir quand s'arrêter, quand écouter et quand laisser passer. Pour ceux qui partagent leur vie avec d'autres ou qui occupent des rôles de responsabilité, cette progression visible dans la gestion des réactions
réaction a des effets positifs sur la qualité des relations. Les tensions se désamorcent plus vite, on prend moins les désaccords pour des attaques personnelles, et il devient plus facile de dialoguer ou d'exprimer un désaccord sans peur du conflit. Cette posture n'est pas un détachement froid, mais une tranquillité naissante, qui rassure aussi ceux qui sont en face, car ils sentent qu'ils ne sont plus obligés de marcher sur des œufs ou de valider l'autre en permanence pour qu'il se porte bien. Dans le contexte actuel où les sollicitations sont permanentes et où chacun est susceptible d'être jugé à tout moment sur les réseaux ou dans la sphère professionnelle, ce temps de méditation quotidienne est un remède silencieux contre la pression. Il isole des moments pour fixer ce qui est bien, ce qui peut s'améliorer, ce qui n'a plus d'importance et ce qui, malgré tout, donne du sens à la journée. Loin d'être un luxe ou une perte de temps, cette pause évite de s'engourdir dans la routine et redonne à chacun le pouvoir de maîtriser autant que possible sa météo intérieure. Par ailleurs, ce moment de calme sert de point de repère lorsque la tentation de tout laisser tomber pointe le bout de son nez. Dans une période de doute ou de fatigue, on s'appuie alors sur l'accumulation des petits ajustements précédents, sur la conscience des progrès réalisés, même infimes. Cela redonne l'énergie pour ne pas tout remettre en question ou se juger trop durement en cas de faux pas. Cette stabilité mentale est précieuse pour affronter la durée, surtout dans un monde qui valorise souvent la vitesse et l'immédiateté. Il ne faut pas croire non plus que la méditation stoïque soit affaire de perfection ou d'austérité. C'est une voie vers la bienveillance et l'humilité, une façon d'apprendre petit à petit à accepter ses défauts sans les laisser prendre toute la place. On découvre avec ce travail que la véritable force intérieure n'a rien à voir avec l'absence d'émotion ou le refus du doute, mais avec la capacité d'écouter, d'ajuster, puis de continuer sans se laisser décourager. Même si les rechutes arrivent, ce rituel du soir ou du matin garantit que l'on ne s'éloigne jamais longtemps de son socle intérieur. Les personnes qui pratiquent la méditation stoïque quotidiennement découvrent aussi un apaisement durable, un rapport à l'échec qui devient moins dramatique et une capacité plus grande à pardonner, que ce soit aux autres ou à soi-même. On commence à voir de façon plus claire les moments où l'on a été prisonnier de la validation sociale et ceux où on s'en est sincèrement détaché. Cette lucidité, sans être pesante, libère une énergie nouvelle qui peut alors être consacrée à des projets ou à des choix vraiment personnels. Pour les personnes qui trouvent difficile de s'arrêter ou de revenir sur leur journée sans tomber dans le jugement ou l'anxiété, il peut être utile de se rappeler que la méditation n'est pas un examen à réussir, mais plutôt un processus pour éclairer un chemin en permanence en mouvement. Certains jours, tout semble se passer naturellement, d'autres jours, tout paraît de travers, mais le cheminement ne s'arrête jamais vraiment. Ce n'est pas la performance qui compte, mais la persévérance et l'attention portée à soi dans le but d'élargir peu à peu la zone de liberté intérieure. La simplicité de la méditation stoïque, son application flexible et dépourvue de dogmes, en fait une alliée silencieuse pour tous ceux qui veulent sortir progressivement de la dépendance à la validation extérieure. Ce rituel, qui traverse les jours et s'adapte à chaque période de vie, finit par transformer en profondeur la manière de se positionner face aux autres, face au succès, à l'échec ou à toute suggestion extérieure. Ces effets s'accumulent et, même si rien ne se passe du jour au lendemain, la transformation reste visible, surtout avec le recul du temps. S'y tenir, malgré les périodes de découragement, finit par changer le climat intérieur, diminuer la pression des attentes et offrir une confiance plus stable. Si, au départ, il n'y a que le constat des difficultés ou des blocages, ensuite cela devient la source d'un apaisement discret mais très solide, qui ne dépend plus d'un compliment, d'une critique ou de la reconnaissance d'autrui. Entre le mouvement de la vie extérieure et le socle de la vie intérieure, la méditation stoïque trace un chemin de croissance qui, même lent, ne s'arrête pas. C'est une manière concrète et réaliste de ne plus être entièrement soumis au regard ou à la validation permanente et d'investir, jour après jour, dans une stabilité qui apaise, encourage et fait grandir. À force d'appliquer chaque jour la méditation stoïque, on finit par mieux repérer les mécanismes qui contrôlent notre rapport aux autres et à nous-mêmes, surtout lorsqu'il s'agit de validation. Mais pour vraiment s'affranchir du poids du regard social, il y a une étape cruciale que beaucoup négligent encore. Faire la différence entre la valeur qu'on porte en soi, qu'on peut appeler sa valeur intrinsèque, et la reconnaissance extérieure qui dépend du monde autour. Marc Aurèle y revient sans cesse parce que c'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Ils confondent leur propre valeur, celle qui existe indépendamment de la vie du voisin, avec la validation éphémère de la société, des réseaux sociaux ou du cercle professionnel ou familial.
Ce qui se passe très souvent, c'est que l'on attache une grande part de son bien-être, voire de son estime de soi, à la reconnaissance extérieure. Dès l'enfance, on a appris à se réjouir d'une bonne note à l'école, d'une félicitation des parents ou plus tard d'un signe d'approbation d'un chef, d'un collègue ou d'un ami. Tout le système social pousse dans cette direction en récompensant certains comportements à travers la reconnaissance, les compliments, parfois même les cadeaux ou des promotions. Après un certain nombre d'années, si l'on ne prend jamais le temps de s'arrêter pour réfléchir, on en vient à croire que la valeur individuelle dépend toujours de ces petites marques d'approbation, comme si elles avaient le dernier mot sur qui l'on est vraiment. Mais la réalité, c'est que cette reconnaissance ne tient pas sur la durée et qu'elle change au gré des saisons, du contexte, des jalousies, des modes ou des transformations sociales. Un jour, vous pouvez être célébré, acclamé, reconnu pour une action ou une qualité. Quelques mois après, les mêmes personnes peuvent vous oublier, ne plus complimenter, voire parfois critiquer ou rabaisser. Si l'on construit son estime de soi seulement sur la reconnaissance extérieure, on se retrouve embarqué dans un manège émotionnel qui fatigue beaucoup et qui déstabilise. La vraie question, du point de vue stoïque, c'est de savoir sur quoi on veut vraiment fonder sa sécurité intérieure. Développer sa valeur intrinsèque, c'est accepter que sa dignité, sa capacité à s'aimer, à se respecter, ne dépend pas d'un like ou d'un compliment reçu de temps à autre. Cette valeur vient d'abord de l'effort personnel, de la fidélité à ses propres principes, de l'alignement avec ce que l'on pense juste ou utile. Elle s'enracine dans la persévérance, l'honnêteté, la capacité à continuer d'agir même sans témoin, à faire ce qui a du sens même si ce n'est pas remarqué ou validé. Marc Aurèle disait qu'il faut se rappeler à tout moment que ce qui importe, c'est le rapport qu'on entretient avec soi-même. Suis-je droit dans mes choix? Ai-je respecté mes propres convictions, même si personne ne l'a vu? Ce changement de perspective n'a rien de spectaculaire sur le moment. Il s'agit plutôt d'un lent déplacement du centre de gravité de la vie intérieure. On passe de l'attente, normale et humaine, de la reconnaissance, à la construction progressive d'un socle personnel qui améliore la confiance en soi. Pour y arriver, il y a plusieurs chemins. D'abord, on peut commencer par regarder ce qui nous anime. Quelles sont les valeurs qui nous semblent indispensables, indépendamment du regard extérieur? La gentillesse compte-t-elle pour moi, même si ce n'est pas applaudi? Est-ce que j'attache du prix à l'effort, à la loyauté, à la pensée critique? Ou est-ce que je fais tout simplement ce que les autres attendent pour ne pas déplaire? En revenant sur ses propres critères, on finit par se détacher un peu des réponses immédiates de l'entourage. On expérimente que certaines actions nous apportent une satisfaction réelle, profonde, qui n'a rien à voir avec la validation reçue. C'est parfois invisible aux yeux du monde, mais ça compte quand même. Prenez la situation d'aider quelqu'un qui ne pourra jamais vous rendre l'appareil. Il n'y aura pas de reconnaissance directe, mais il y a une cohérence avec vos principes et c'est cela qui bâtit, jour après jour, le respect de soi. Plus cette base intérieure se renforce, moins on tremble face au silence, au désintérêt ou même à la critique extérieure. Cela ne veut pas dire qu'il faut devenir insensible ou fermé à toute reconnaissance. Naturellement, recevoir l'approbation fait plaisir. C'est agréable et normal de se féliciter d'une réussite ou d'un compliment. Mais cela devient comme la cerise sur le gâteau, un bonus, pas le fondement de la confiance en soi. Les personnes qui cultivent leurs valeurs intrinsèques finissent par trouver une grande paix parce qu'elles savent que l'opinion d'un tiers ne fait pas la pluie et le beau temps sur leur bien-être. Ce sont celles et ceux qui, même dans les périodes de difficulté, trouvent la force de rebondir, non pas parce qu'on les applaudit, mais parce qu'ils ont appris à se respecter, à se soutenir au fond d'eux-mêmes. Une autre conséquence, quand on fait ce travail de distinction entre valeur intrinsèque et reconnaissance extérieure, c'est qu'on devient moins vulnérable aux manipulations, à la flatterie ou aux critiques injustes. Les réseaux sociaux, par exemple, vivent du besoin de validation. Tout est calculé pour favoriser la comparaison, l'addiction à l'image, aux commentaires positifs, à l'engagement. En étant soucieux de construire sa valeur en dehors de ce système, on se protège contre les effets dévastateurs des hauts et des bas provoqués par les likes ou les commentaires. On reste centré sur l'essentiel, sur ce qui compte à long terme, et qu'aucun algorithme ou mode passagère ne peut retirer. Il y a aussi un aspect important dans la vie professionnelle. Beaucoup de conflits, de jalousie, d'insatisfaction au travail viennent précisément de la confusion entre valeurs personnelles et reconnaissance institutionnelle. Un employé peut donner le meilleur de lui-même, sans jamais être loué par la hiérarchie ou les collègues. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. À l'inverse, quelqu'un peut être mis en avant,
applaudi momentanément, sans que cela ne corresponde à un mérite réel. Ce qui compte, selon la perspective stoïque transmise par Marc Aurèle, c'est de mesurer ses actes à l'aune de ses propres standards et d'être au clair sur ce qui a de la valeur à ses yeux, non à ceux du bureau, du marché ou de la mode. Dans la sphère familiale ou amicale, c'est un peu la même chose. Il arrive qu'on serve, qu'on soit là pour tout le monde, sans recevoir beaucoup en retour. Parfois même, on peut se voir critiqué ou remis en question par ceux-là même qu'on a aidés. Cela blesse, c'est normal, mais si l'on mesure sa valeur à ce genre de retour, la désillusion prend vite le dessus. Ce qu'on peut faire alors, c'est revenir un temps en arrière, se demander si l'attitude choisie correspondait vraiment à ce que l'on voulait devenir, si elle était fidèle à ses principes. Si c'est le cas, on peut repartir sans rancune et garder cette tranquillité de celui ou celle qui agit sans attente excessive. Cette approche est d'autant plus importante aujourd'hui parce que la reconnaissance extérieure fluctue sans cesse et peut s'effondrer à la moindre erreur. Les exemples de personnes adulées du jour au lendemain avant d'être mises au banc pour une parole, une attitude, une maladresse se multiplient. Personne n'est à l'abri du retournement du public, du groupe d'amis ou du climat professionnel. Marc Aurèle rappelait sans cesse que ce genre de reconnaissance n'a rien d'éternel et qu'il fallait apprendre à faire la paix avec cette instabilité en se construisant une autre référence, sa valeur, sa dignité, son intégrité, qui ne dépendent ni du regard, ni du bruit, ni du silence du monde extérieur. Bien sûr, faire la part des choses n'est pas chose simple. La culture et l'éducation nous conditionnent à chercher, parfois sans relâche, la validation, le compliment, la tape dans le dos ou le sourire d'encouragement. Cela n'a rien de honteux ni d'anormal, mais c'est un terrain fragile pour construire une vie stable parce que la vie extérieure ne sera jamais totalement dans nos mains. En travaillant chaque jour à se recentrer sur sa propre valeur, on met en place des habitudes plus solides. On commence à se parler différemment à soi-même, à relativiser les échecs, à ne pas tout miser sur la réussite immédiate ou l'acceptation du groupe. Un des meilleurs moyens de renforcer cette réflexe, c'est de revoir ses critères personnels de satisfaction. Prendre le temps de lister ce qui fait qu'on est fier de soi, même si cela ne correspond à aucun critère social visible. Est-ce le courage d'avoir dit non, l'honnêteté durant une dispute, la persévérance dans un projet qui n'a pas encore abouti? En donnant plus de place à ses propres réussites, sans dépendre du regard de qui que ce soit, on se réapproprie la notion de méritocratie interne, non pas celle dictée par les feux de la rampe ou les classements du moment. Il est intéressant aussi de voir ce que cela change dans la relation aux autres. Une personne qui connaît sa valeur, qui a fait le travail d'introspection, devient souvent un appui solide parce qu'elle n'attend pas en permanence une validation ou un retour flatteur. Cela permet des relations plus équilibrées où chacun existe pour ce qu'il est, plus que pour le statut, le succès ou la reconnaissance. Ces relations durent souvent plus longtemps, car elles tiennent sur quelque chose d'authentique, pas sur un échange de bons procédés ou de flatteries mutuelles. Un autre avantage, c'est que cette distinction permet de mieux accueillir le parcours des autres. Au lieu d'envier la reconnaissance obtenue par un collègue ou un ami, on distingue sa progression à soi, qui n'a rien à voir avec la compétition ou la hiérarchie extérieure. On développe une empathie réelle, qui ne dépend pas de la réussite de tel ou tel, mais d'un respect profond pour le chemin intérieur que chacun doit parcourir, avec ses forces, ses faiblesses, ses hauts et ses bas. La société dans laquelle on évolue aujourd'hui privilégie souvent l'image, la popularité, la visibilité. Pourtant, ceux qui marquent durablement leur entourage, qui inspirent ou soutiennent, sont rarement ceux qui passent leur temps à chercher l'approbation du plus grand nombre. Ce sont plutôt celles et ceux qui avancent tranquillement en sachant ce qu'ils valent, ce qu'ils apportent, même si cela n'est pas reconnu à grande échelle. En faisant la distinction entre reconnaissance extérieure et valeur intrinsèque, ou entre la fameuse célébrité du moment et la constance de caractère, on se libère de beaucoup de chaînes mentales et émotionnelles. Cela ne signifie pas se priver de toute motivation extérieure. On peut, de façon naturelle, apprécier d'être reconnu pour un geste, un acte, un engagement. Mais cela ne doit pas devenir la source unique de motivation ou le thermomètre exclusif du moral. Ce dont parle Marc Aurèle et ce que le stoïcisme encourage, c'est une façon de se libérer petit à petit de l'obsession de l'image, pour construire quelque chose de durable, qui ne s'effondre pas à la moindre tempête ou au moindre oubli. Il se peut que dans les moments difficiles, la tentation de tout abandonner revienne. Le cerveau a parfois besoin de signes, de résultats tangibles pour continuer. Mais plus on cultive la fidélité à ses principes,
plus il devient facile de traverser ces tempêtes sans que l'estime de soi ne s'écroule. Et avec le temps, cette sécurité devient un réflexe plutôt qu'un effort. On n'attend plus que l'extérieur vienne valider chaque pas, chaque tentative, chaque rêve. On avance, souvent à petits pas, mais avec la tranquille assurance de celui ou celle qui connaît son prix, quelles que soient les fluctuations du temps ou du monde autour. Beaucoup de malentendus, de conflits de génération ou de désillusions personnelles trouvent leurs racines dans cette confusion. Croire que la reconnaissance extérieure fonde complètement la valeur d'une vie, alors qu'elle n'en est qu'un reflet, bien faible et souvent infidèle. La véritable liberté intérieure, celle-là même que recherchait Marc Aurèle, c'est de pouvoir se regarder chaque jour avec lucidité et pas toujours de la complaisance, mais en sachant qu'on n'est pas seulement le résultat du vote ou de l'approbation des autres. Cela ne rend pas la route plus simple tous les jours. Il y aura toujours des moments de fragilité, des doutes, des envies de validation pour se rassurer. Mais à mesure que la valeur intrinsèque prend racine, ces moments deviennent plus courts. On se relève plus vite, on joue moins de rôles pour plaire, on gaspille moins d'énergie à surveiller l'opinion générale, on apprend à investir ce temps dans autre chose, la création, la solidarité, le sens, ou tout simplement la joie d'être soi, à l'abri du bruit constant des applaudissements ou des huées. La différence principale, sur la durée, c'est que plus personne, aucune mode, aucun retournement ne peut enlever ce que l'on s'est accordé à soi-même. En gardant cette idée en tête, en la remettant à l'honneur chaque jour, il devient possible de traverser bien des hauts et des bas sans tout perdre. La reconnaissance extérieure sera toujours agréable à recevoir, mais elle n'aura plus jamais le dernier mot sur votre paix, votre trajectoire ou le sens que vous donnez à vos choix. Voilà pourquoi la distinction entre valeur intrinsèque et validation extérieure est un vrai pilier de stabilité et de liberté, et ce, pour toute une vie. C'est quand on parvient à se détacher vraiment de la reconnaissance extérieure et qu'on prend confiance en sa propre valeur que l'un des pièges les plus fréquents commence à se dévoiler, la comparaison. Dans notre société, comparer sa vie, son évolution, ses choix ou ce qu'on possède avec ceux des autres est presque devenu automatique. On le fait souvent sans s'en rendre compte. Parfois, il suffit d'une discussion entre amis, d'une photo sur un réseau social, d'un repas de famille ou d'une rencontre au travail, et déjà la machine démarre. On évalue, on imagine qu'il faudrait être plus avancé, avoir réussi davantage, posséder autant, ou simplement coller à un modèle qui, en réalité, ne vient jamais de nous. Si on s'arrête quelques secondes pour observer autour de soi, on remarque rapidement à quel point la pression de la comparaison est constante. Il y a toujours la réussite affichée de quelqu'un, la nouvelle maison de l'un, les vacances parfaites de l'autre, le parcours scolaire sans faute, la promotion professionnelle, la famille apparemment idéale ou la dernière invention géniale. On nous montre partout des standards de bonheur, d'accomplissement, de beauté ou d'intelligence, comme si chaque existence devait obéir à un schéma universel. Mais dès qu'on s'engouffre dans cette dynamique, la sensation d'insatisfaction augmente, parfois jusqu'à miner complètement la confiance qu'on avait réussi à construire petit à petit. Ce qui est particulièrement compliqué dans la comparaison sociale, c'est qu'elle est souvent silencieuse. On n'en parle pas, on n'aime pas l'avouer, mais on la vit parfois tous les jours. Sur les réseaux sociaux, cela devient même le centre de gravité de beaucoup d'interactions. On scrolle, on regarde des photos de voyage, des histoires de réussite, des annonces d'engagement ou de naissance. Chaque détail de la vie des autres est exposé, travaillé, parfois exagéré. Du coup, on finit par surévaluer la réalité des autres, à la comparer à ce que l'on vit en privé, sans voir l'envers du décor. Cela peut donner envie d'en faire toujours plus, de s'inventer un personnage ou, au contraire, de se sentir à la traîne alors qu'on avançait plutôt bien à son propre rythme. Marc Aurèle et les stoïciens nous mettent en garde contre cette habitude. Ils rappellent que la vie de chacun a sa propre logique, un rythme qui lui est propre, une histoire, des obstacles et des chances qui ne se ressemblent jamais tout à fait. Personne ne démarre avec les mêmes cartes, personne ne traverse les mêmes tempêtes, ni ne croise les mêmes opportunités. Vouloir toujours calquer son parcours sur celui d'un autre, c'est se condamner à une recherche sans fin et, souvent, impossible. C'est comme essayer d'attraper l'horizon. Plus on avance, plus il recule. L'énergie dépensée à surveiller la réussite des autres se transforme alors en frustration, jalousie, fatigue, voire perte de confiance en soi. Beaucoup de situations dans la vie quotidienne rappellent à quel point cette comparaison continue de nous hanter. On se dit parfois qu'on n'a pas eu la même chance, qu'on aurait pu être ailleurs, qu'on est en retard, ou que les efforts ne servent pas à grand-chose. On oublie dans ces moments-là que chacun agit avec ce qu'il a, que les talents ne se mesurent pas à la même vitesse, que la réussite dépend autant de l'effort que du contexte, des rencontres et parfois d'imprévus complets.
La comparaison directe ne tient jamais compte de ce qui reste caché, les épreuves endurées, les cycles de découragement, les moments de solitude ou de doute. Ce qu'on montre à l'extérieur est rarement fidèle à la totalité d'un parcours. Si l'on met de côté la vie des autres, même pour une journée ou quelques heures, il y a parfois un sentiment de soulagement presque palpable. On se rend compte qu'en réalité, placer sa concentration sur son propre chemin, sur les choix qui font sens pour soi, apporte beaucoup plus d'apaisement que toutes les validations extérieures réunies. Ce processus n'est pas simple parce que l'habitude de se juger à l'aune des autres est ancrée depuis l'école, la famille, puis la vie professionnelle. Mais petit à petit, il est possible, avec honnêteté, de remarquer que sa valeur, son bonheur, son sentiment d'accomplissement ne se lie pas dans un classement social, mais dans le respect du chemin qu'on décide de suivre avec sa propre logique. Un autre effet de la comparaison sociale, souvent sous-estimé, c'est qu'elle peut détériorer des relations positives. Un ami à qui l'on fait toujours référence comme celui qui a tout réussi, un collègue qu'on envie ou à qui on ne parle plus parce qu'on pense être en deçà, une sœur ou un frère dont on redoute les remarques. Tout cela finit par créer de la distance et même, parfois, de la méfiance. Or, en renonçant à ce mode de fonctionnement, en choisissant de voir les autres comme des compagnons de parcours plutôt que comme des rivaux permanents, on simplifie énormément les relations et on se libère du mauvais stress. Selon la perspective stoïque, apprendre à sortir de la comparaison n'a rien à voir avec l'idée de se satisfaire de peu ou d'abandonner ses ambitions. Il s'agit plutôt de trouver la paix à partir de ce que l'on contrôle, ses choix, sa persévérance, sa fidélité à ses moments de courage ou de vérité. Cela permet de définir le progrès selon ses termes à soi, de ne plus avoir à prouver sans cesse pour obtenir un diplôme de réussite décerné par la foule ou le voisinage. C'est une forme d'autonomie qui met fin à la compétition permanente et qui autorise chacun à vivre selon ses priorités réelles. Dans le monde du travail, la question de la comparaison revient très souvent. On voit autour de soi ceux qui montent dans la hiérarchie, qui changent de job, qui semblent prendre de l'avance. Mais la vérité, c'est que les chemins n'ont rien en commun. Les ambitions, les sacrifices acceptés, les concessions faites, la satisfaction à la fin de la journée. Apprendre à poser un regard honnête sur sa propre évolution, sans filtrer à travers les attentes implicites de la société, c'est garantir de ne pas tout construire sur une jalousie jamais satisfaite. Même si la pression est réelle, il est toujours possible de s'accorder une pause, de définir ses propres succès, ses petits progrès, indépendamment du tableau d'honneur de l'entreprise ou du secteur. Dans la sphère familiale aussi, le virus de la comparaison fait souvent plus de dégâts qu'on imagine. Les repas de famille, les retrouvailles, les histoires de rivalité entre frères, sœurs, cousins laissent parfois une sensation de malaise durable. On s'impose des standards qui n'ont rien à voir avec ce que l'on veut vraiment. On finit par se juger, par juger l'autre, par nourrir une compétition inutile, alors que l'environnement familial pourrait être un espace de soutien plutôt qu'un ring. En ne jouant plus à ce jeu, chacun retrouve une place différente, apaisée, où les différences deviennent des richesses et non des frontières. La comparaison est tout aussi présente dans la dimension corporelle et personnelle. On compare le physique, la santé, le style de vie. Les réseaux sociaux, les magazines, la publicité et même la conversation ordinaire produisent cette tension permanente. Il faut avoir ce corps, manger ceci, vivre comme cela. Mais ce qui échappe à la comparaison, c'est ce que chaque corps traverse, les difficultés invisibles, les combats personnels, les efforts silencieux pour tenir, pour progresser, ou juste pour rester en paix avec soi-même. Refuser la comparaison sur le plan du corps, c'est retrouver le droit d'habiter sa vie selon ses besoins, à son rythme, sans modèle artificiel. Cette renonciation à la comparaison apporte aussi une tranquillité dans les projets, les rêves, les ambitions. On ne décide plus de ce que l'on veut selon la mode ou la réussite de quelqu'un d'autre, mais en fonction de ce qui fait vraiment vibrer. On ose des projets inhabituels, des parcours atypiques. On peut même échouer, recommencer, changer de cap sans que ça soit la honte ou un signe de faiblesse. Ce type de liberté, on ne le ressent que lorsqu'on accepte de sortir du jeu de la compétition et du classement social. En réalité, poser un regard honnête sur sa vie, sans filtre compétitif, c'est aussi s'offrir la chance de voir ce qui est déjà bien et ce qui mérite d'être célébré. Même un petit progrès, pour soi, peut représenter beaucoup, alors que dans le regard du voisin, il ne dira rien, mais chacun a son histoire, ses limites, ses renaissances.
Les stoïciens encouragent à se concentrer sur ce qui fait sens pour soi, ce qui est juste à ses yeux, ce qui donne de la force au quotidien et rend possible de traverser les jours difficiles. Dans l'amitié aussi, la comparaison gâche souvent la spontanéité. On hésite à partager une joie, une difficulté, par peur d'être jugé ou ramené à un standard de réussite. Alors qu'en abandonnant ce réflexe, on peut accueillir l'autre dans sa différence, être sincèrement soutenu, créer un cercle où chacun est libre d'aller à son propre tempo. Cela finit par enlever une pression énorme et transforme la façon d'aborder les échanges. Au fil du temps, ceux qui abandonnent la comparaison sociale ressentent une forme de soulagement et de regain d'énergie. Les échecs ne sont plus perçus comme des preuves d'infériorité, mais comme une étape normale d'un parcours personnel. Les réussites acquièrent une saveur plus intense. On les vit sans attendre la validation ou l'envie de provoquer la jalousie ou l'inspiration des autres. Les jours durs paraissent moins écrasants, car on sait que la route n'appartient qu'à soi. Il est tout aussi intéressant de voir comment cette absence de comparaison donne la possibilité de soutenir réellement. Au lieu de jalouser, on encourage. Au lieu de minimiser le progrès des autres, on le salue sans se rabaisser. On peut aussi, avec le recul, profiter des succès des autres sans le filtre du manque, mais avec la joie de voir que la réussite se partage, que le bonheur n'est pas une ressource limitée. Cette attitude rend les milieux collectifs plus agréables, les familles moins tendues, les équipes plus soudées et l'ambiance au travail plus saine. Il existe des stratégies simples pour repérer quand la comparaison déborde. Un petit signe, c'est souvent l'apparition d'une tristesse diffuse, d'un découragement, d'un agacement après avoir vu ou entendu parler du succès d'autrui. Cela sert de signal. On se remet dans la course au lieu d'être centré sur son propre parcours. Prendre du recul, couper un temps le flux d'images, de récits, de statistiques, aide déjà à revenir à la sérénité. Se rappeler que tout le monde affiche surtout ce qu'il réussit, rarement ce qu'il rate ou ce qu'il traverse en secret, permet de relativiser un peu ce qui nous semblait impossible à atteindre. L'absence de comparaison ne fait pas disparaître toute ambition ou envie de nouveauté. Elle change seulement la motivation. On agit alors pour soi, afin de découvrir, d'apprendre, de progresser selon ses critères, pas pour dominer, dépasser ou entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Les relations deviennent plus paisibles, la solitude est vécue plus sereinement et le doute diminue petit à petit. On se concentre sur ce qui est à sa portée, sur ce qui a du sens dans la vie telle qu'on la mène chaque jour. Renoncer à la comparaison sociale, c'est enfin retrouver une vraie liberté, celle de ne pas avoir à justifier chaque choix, chaque échec, chaque délai. Il devient possible de changer de trajectoire, de réussir différemment, de construire sa définition du bonheur et du succès sans devoir coller à un modèle artificiel. La légitimité ne viendra plus du regard du groupe, ni du classement silencieux de la famille ou des amis, mais du sentiment d'avoir été fidèle aux choses importantes à ses propres yeux. C'est en s'affranchissant de cette habitude que l'on gagne aussi en confiance, en authenticité et même en créativité. Les projets, les relations, les idées, tout prend une dimension plus personnelle, plus vraie. Le regard intérieur remplace peu à peu le souci de l'appréciation extérieure. En se libérant de la comparaison, on se donne la chance de vraiment marcher à son propre rythme, de célébrer ses réussites, d'apprendre de ses erreurs, sans dépendre d'un podium ou d'une validation extérieure. Ce choix, une fois ancré, finit par transformer la vie de manière discrète mais profonde. Quand on commence à se détacher des comparaisons, à trouver son rythme personnel et à chercher sa satisfaction dans ce qui a du sens pour soi, il reste un phénomène que tout le monde croise régulièrement, la fluctuation des opinions des autres et la place instable des compliments et des reproches. C'est peut-être un des aspects les plus difficiles à accepter, puisque la plupart d'entre nous ont grandi dans une société où la critique ou le compliment est ressenti comme définitif, ou comme une sorte de verdict sur qui l'on est. Pourtant, l'enseignement stoïque, et notamment la façon dont Marc Aurèle en parlait, insiste sur un point essentiel. Tout est changeant, provisoire, y compris la façon dont les autres nous voient, nous évoquent ou réagissent à ce qu'on fait. Être applaudi un jour, critiqué le lendemain, puis redevenir intéressant quelques semaines plus tard, c'est une réalité banale dans nos vies modernes. Les gens, même proches, peuvent changer d'avis, être influencés par leur propre période, leur humeur, les circonstances ou les modes. On peut le voir très facilement dans la famille, parmi les collègues ou entre amis. Il y a ceux qui vous portaient au nu il y a quelques mois et qui, sans raison majeure, s'éloignent, deviennent plus distants ou, pour certains, finissent même par voir d'un mauvais œil ce qui jadis était félicité.
De la même manière, un projet vivement critiqué peut soudain recevoir des éloges si le contexte global change. La nature éphémère de ces réactions n'a donc aucune valeur fixe. Tout se transforme, souvent sans logique claire et sans lien avec notre valeur réelle ou nos efforts. En gardant bien en tête cette impermanence, il est possible de prendre de la distance et de ne pas vivre les hauts et les bas comme un tsunami qui efface ou redéfinit tout sur son passage. Cette prise de recul commence par une simple observation de la routine de l'opinion autour de soi. Les mêmes actions, parfois les mêmes mots, peuvent être reçus très différemment selon le jour, la personne, ou même simplement selon une tendance du moment. Une idée qui ne plaît pas aujourd'hui pourrait finalement être applaudie plus tard, parce que le monde a changé, que les gens en avaient besoin ou que la mode s'y prête. Il ne s'agit pas de se blinder face à tout, mais d'accueillir la critique sans en faire une issue finale et de savourer la reconnaissance sans la prendre pour une garantie définitive. Réaliser que chaque éloge ou chaque reproche n'est qu'un moment passager permet déjà d'apaiser le stress ou l'anxiété provoqués par le jugement des autres. En appliquant cette vision, il devient plus facile de rester calme quand une vague de critiques arrive, de ne pas laisser tout remettre en cause du jour au lendemain et surtout de ne pas changer radicalement ses choix personnels uniquement par peur du rejet ou pour attirer l'approbation du plus grand nombre. Beaucoup de personnes racontent que, lorsqu'un compliment leur fait plaisir, cette satisfaction est belle, mais doit rester une sensation, pas un pilier durable sur lequel s'appuyer pour définir toute son identité. Exactement de la même manière, la critique qui fait mal, qui sème le doute ou qui met en colère perd son pouvoir si l'on se rappelle qu'elle aussi passera, qu'elle va s'effacer ou être remplacée, et qu'elle n'a rien de solide ni d'immuable. Ce genre de compréhension change la manière dont on traverse les périodes de succès comme les périodes de difficulté. Prenons un exemple tout simple. Avoir un moment de reconnaissance professionnelle, recevoir une félicitation, une prime ou seulement des encouragements. Ce sont de bons moments. Il ne s'agit pas de les gâcher, mais de les apprécier en gardant une petite voix intérieure qui rappelle que rien de cela n'est éternel, que cela ne dit pas tout de qui l'on est et que cela peut changer. Grâce à cela, le moral ne dépend plus exclusivement de la prochaine vague de compliments et on ne développe pas de dépendance à la flatterie. À l'inverse, quand on passe par une période de remise en question, quand les critiques, les absences de retours positifs s'accumulent, il est utile de savoir très clairement que cette situation n'est pas figée. Parfois, une décision impopulaire, un style qui dérange, une idée mal reçue, deviennent beaucoup plus acceptées quelque temps plus tard. Les exemples ne manquent pas où un créateur, quelqu'un dans une entreprise, un parent ou un simple citoyen se retrouve d'abord jugé négativement avant de voir, plus tard, ses choix compris, appréciés ou imités. Penser à cette impermanence, c'est donc aussi avoir moins peur d'essayer, moins peur de s'exposer à la critique, car on sait que chaque avis est daté, chaque jugement est un reflet d'un moment particulier et non la vérité ultime. Ce regard modifie également la relation avec l'entourage. On se sent moins redevable vis-à-vis des retours, moins dans l'attente que chaque action soit accueillie par une validation immédiate. Cela apporte beaucoup de tranquillité d'esprit, surtout dans les situations tendues. Un conflit, une crise, une rupture ou un échec ne marquent pas la fin de toute reconnaissance possible à l'avenir. Souvent, un geste, une parole ou un projet mal compris sur le moment finit par semer une idée ou laisse une trace qui, avec le temps, sera reconnue, voire admirée. Le temps redistribue les cartes et met à distance les excès du présent. Le fait de voir les éloges et les critiques comme provisoires permet aussi d'adopter une position plus juste vis-à-vis des autres. On devient moins prompt à juger rapidement, à encenser ou éreinter quelqu'un sur un épisode précis. Il devient naturel de chercher à comprendre le contexte, de donner du temps avant d'émettre un jugement définitif. Cela favorise la tolérance, la proportion dans les réactions et évite de tomber dans le piège du tout ou rien qui pollue souvent le débat public ou les relations sociales. Dans la vie quotidienne, intégrer cette manière de penser, c'est refuser de tout miser sur la tendance du moment. Que ce soit dans les médias, sur les réseaux ou même dans la sphère privée, on voit bien à quel point l'attention des gens est volatile. Un buzz d'une journée, une photo qui tourne pendant 92 heures, une polémique d'une semaine, tout finit par s'estomper et laisse rarement une marque durable. Replacer chaque situation dans cette temporalité plus large, c'est relativiser la peur de mal faire, le besoin de justification immédiate et la peur d'être oublié ou critiqué un jour. Il y a d'ailleurs un apaisement réel à ne plus dépendre émotionnellement des fluctuations quotidiennes de la reconnaissance. On devient progressivement capable de choisir ses actions non pour leur potentiel à susciter l'approbation ou à éviter la critique, mais simplement parce qu'on les estime justes,
cohérente avec ses propres valeurs et ses objectifs. Cela apporte une sensation de liberté et de stabilité, parce qu'on n'a plus à se réadapter pour chaque changement d'ambiance ou de tendance. La cohérence qu'on construit avec le temps est presque invisible depuis l'extérieur, mais elle crée une force intérieure qui résiste bien au haut et au bas. Ce positionnement a aussi un effet sur la façon d'accueillir les compliments. Plutôt que d'en faire une nécessité, on apprend à les apprécier pour ce qu'ils sont, des moments agréables, sans s'y attacher comme à une béquille indispensable. Quand ils sont absents, on ne s'effondre pas. Quand ils sont là, on remercie, on savoure, mais on n'arrête pas d'avancer pour autant. Pareil pour les critiques. On prend le temps d'écouter, d'analyser, de voir si elles apportent une piste d'amélioration, puis on décide ce qui mérite d'être retenu ou simplement laissé de côté. Cette souplesse mentale est d'un grand secours dans un monde où les retours sont permanents, instantanés et rarement pondérés. On peut aussi voir cette démarche à l'œuvre chez les personnes qui font face à la notoriété ou à des situations très exposées. Beaucoup racontent que la seule manière de ne pas sombrer ou de ne pas devenir otage des commentaires, c'est de se rappeler que le même public, le même monde extérieur peut adorer et oublier en une poignée de semaines. Ceux qui restent debout, qui gardent un équilibre, sont souvent ceux qui investissent peu d'énergie dans la quête de l'approbation ininterrompue. Ils savent que rien n'est jamais acquis pour toujours et préfèrent rester fidèles à une démarche, à des valeurs solides, à un projet, plutôt que chercher constamment à capter l'attention ou éviter la disgrâce. Dans la gestion des relations proches, amoureuses, amicales ou familiales, ce rappel que rien n'est gravé dans le marbre aide aussi à éviter les regrets ou les culpabilités inutiles. Beaucoup de ruptures, de disputes ou de déceptions sont vécues comme des drames irréparables, alors qu'avec un peu de recul, on réalise que le temps fait évoluer presque toutes les idées, adoucit les mots durs, modifie la perception des événements passés. L'impermanence de l'opinion allège le poids des erreurs, permet des réconciliations et encourage à continuer d'agir avec authenticité, même quand le retour immédiat n'est pas à la hauteur des espoirs. Dans le monde du travail, cette acceptation est aussi salvatrice. Les cycles de retour positifs ou négatifs sont la norme. Un dossier validé, une équipe satisfaite un jour, puis un client mécontent, un chef changeant ou un collègue démotivé. Ce qui est exceptionnel un semestre devient insuffisant, ensuite et inversement. Qui s'attache absolument à la reconnaissance vit alors des montagnes russes sans fin. Qui intègre la nature transitoire de ses retours, stabilise peu à peu sa motivation, préfère viser la constance plutôt que le pic de succès ou la fuite permanente de la critique. Adopter cette perspective ne rend pas insensible, mais aide à mieux gérer la déception, l'euphorie, le découragement qui peuvent découler de l'attention des autres. Cela facilite aussi la prise de décision. Il n'est plus nécessaire de vouloir plaire à tous ou d'éviter à tout prix une mauvaise opinion passagère. On se concentre davantage sur la progression à long terme, sur l'authenticité et sur le sens véritable de ses actions, non sur les récompenses immédiates ou la crainte de l'impopularité. Pour ceux qui élèvent des enfants, accompagnent des jeunes ou même coachent des équipes, transmettre cette idée de l'impermanence des jugements est libérateur. Cela prépare mieux à la vie qui est faite de défis, d'évaluations, de changements d'avis et de cycles d'attention. Savoir dès le départ que la reconnaissance comme la critique vont et viennent invite à construire la confiance sur autre chose que le simple reflet qu'en donnent les autres à un moment donné. Au final, accepter que louanges et reproches ne sont jamais fixes, c'est gagner en sérénité dans ses rapports humains. On réalise que si l'on veut garder une stabilité émotionnelle, il faut prendre avec un peu de distance tout ce qui vient de l'extérieur, en apprécier le bon, en apprendre des retours, mais ne pas s'y accrocher comme si notre identité ou notre avenir en dépendait totalement. Cette attitude, inspirée du stoïcisme mais accessible à chacun, permet de traverser les fluctuations de la vie avec plus de calme et moins d'angoisse face au regard des autres. Loin de rendre indifférent ou détaché du monde, cet état d'esprit permet au contraire de mieux profiter de chaque moment, de chaque succès, d'accueillir la critique utile, tout en sachant que rien ne dure. C'est en gardant les pieds sur terre face à l'impermanence des jugements que l'on continue à avancer avec constance, en cultivant une solidité basée sur soi, sur ses valeurs, et non sur l'attente d'une validation extérieure qui, par nature, ne tiendra jamais éternellement. Quand on apprend à garder une distance saine avec la nature passagère des critiques et des compliments, on découvre une ressource toute particulière, la force de puiser à l'intérieur, ce fameux concept d'autosuffisance qui était si cher à Marc Aurèle et aux stoïciens. Cette autosuffisance n'a rien à voir avec de l'orgueil ou une fermeture sur le monde, elle désigne plutôt la capacité à trouver en soi ce dont on a besoin pour avancer.
pour maintenir une certaine paix intérieure et pour rester stable même quand l'extérieur bouge sans cesse. C'est à partir de cette base que beaucoup de personnes constatent une nouvelle forme de liberté, comme si elles arrivaient enfin à piloter leur propre barque au lieu de dériver continuellement sous l'influence des remarques, des attentes ou des émotions externes. La vie quotidienne pousse souvent à croire qu'il faut sans cesse valider ses actions à travers les autres. Une publication attend une réaction, une initiative demande l'approbation, un choix de vie s'accompagne de 1000 questions sur la réaction du cercle social. Pourtant, il existe des personnes qui, peu à peu, réduisent puis désactivent cette dépendance pour faire grandir une sorte de force discrète, de confiance qui ne s'étale pas mais irrigue tous les aspects de l'existence. Le point de départ, c'est de prendre conscience qu'on peut mener une réflexion, prendre une décision, éprouver de la joie, même sans témoin, sans validation extérieure, et même sans s'inquiéter de savoir comment tout cela sera perçu. Une autonomie de ce type ne s'improvise pas en quelques jours, mais elle se travaille chaque semaine, chaque situation, jusqu'à devenir un état d'esprit. Marc Aurèle expliquait que cette autonomie intérieure repose d'abord sur la clarté de ses propres valeurs, de ses motivations, sur la connaissance de ce qu'on cherche vraiment, pas sur ce qu'on imagine que l'autre attend. Cela veut dire qu'il devient progressivement plus facile de se relever face aux critiques, aux absences de félicitations ou aux instants où personne ne prend la peine d'applaudir. Cette force vient d'un dialogue réaliste avec soi. On s'appuie sur ses victoires personnelles, discrètes, sur la fidélité à ce qui compte à ses yeux, pas sur ce qui est à la mode ou qui fait consensus. L'autosuffisance, dans ce sens, est le contraire d'une solitude subie ou d'une vie coupée du monde. Il s'agit de tisser un lien plus honnête et plus nourrissant avec son identité profonde, avec les ambitions réelles, les préférences, même si elles sortent des sentiers battus. Dans la vie de tous les jours, cette autonomie se forge et s'observe dans de petits gestes. Ça commence souvent par la capacité à prendre du recul quand un choix est critiqué, quand une proposition n'est pas comprise ou quand une réussite passe complètement inaperçue. Quelqu'un qui va bien à l'intérieur n'a plus besoin de se justifier à chaque instant ni de courir après l'approbation. Il ou elle décide ce qui est important, avance à son rythme, s'autorise à bien faire juste pour le plaisir ou la satisfaction intime, même si aucun projecteur ne s'allume. Cette posture permet aussi de traverser les moments de doute ou d'échec avec moins de sévérité. Plutôt que de s'effondrer si une idée ne séduit pas, on analyse, on ajuste, on recommence si nécessaire, mais sans remettre en question toute sa valeur ou sa légitimité. Cela s'observe chez beaucoup d'individus qui, malgré un environnement parfois difficile, tiennent bon, ne s'effondrent pas à la moindre tempête. Leur regard sur eux-mêmes dépend de critères internes. S'ils ont été honnêtes, fidèles, si l'intention était bonne, alors l'adversité ne les arrache pas à leur socle. Ce travail sur soi n'empêche ni l'échange ni la remise en question. Au contraire, quelqu'un d'autonome intérieurement peut écouter, dialoguer, reconnaître une erreur, mais cela ne déstabilise pas toute son identité. Cette personne n'a pas l'impression de perdre la face à chaque ajustement. Elle peut piocher ce qu'il y a de constructif dans une remarque, apprendre, progresser sans que cela soit un drame ou une menace. Avec ce genre de stabilité, les échecs ne deviennent pas catastrophes existentielles. Ils redeviennent ce qu'ils sont, un passage, un apprentissage ou un résultat temporaire. Un autre effet de l'autosuffisance selon le stoïcisme, c'est la capacité à faire des choix non conventionnels, sans s'excuser ni chercher systématiquement à justifier ce qu'on aime ou veut. Qu'il s'agisse d'une reconversion, d'un projet de vie atypique, d'une envie de simplicité ou de nouveauté, l'individu qui se suffit à lui-même ne tremble plus au premier signe de non-approbation. Il sait que le regard du groupe change vite, que ce qui choque aujourd'hui sera peut-être à la mode demain, et surtout, il place son pourquoi en première ligne. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que cela apporte de sens, d'énergie ou de cohérence avec ses propres valeurs? Sur le long terme, ce style de vie procure une impression d'indépendance qui allège beaucoup de poids. On ne gaspille pas d'énergie à se comparer, à essayer de correspondre à des critères trop volatiles ou impossibles à satisfaire. On avance sans être tétanisé par la peur du rejet ou envahi par la quête permanente de reconnaissance. Cela permet aussi de tisser des liens plus authentiques, car on n'attend pas de l'autre qu'il ou elle soit la seule source de valorisation.
Il ne s'agit pas de ne plus communiquer ou de se couper de la société, mais de remettre chaque relation dans une perspective plus équilibrée, en donnant mais aussi en gardant sa propre boussole. Avoir une telle autonomie ne veut pas dire qu'on ne connaît plus jamais la tristesse, le manque ou le doute. Cela signifie simplement que l'on sait où retourner chercher du courage, même quand tout s'effrite à l'extérieur, quand l'environnement est hostile ou indifférent. La personne qui a bâti sa force intérieure retrouve plus vite le chemin qui la tire vers le haut, que ce soit par la réflexion, l'écriture, l'art, la nature, la spiritualité ou tout autre espace qui la nourrit en profondeur. Cette autonomie mentale offre un rempart contre la lassitude, la dépression liée à l'échec social ou la suradaptation constante aux attentes du groupe. Il y a par ailleurs une influence forte sur la capacité de décider. Ce type de liberté intérieure permet de dire non quand il le faut, d'éviter de s'engager dans des situations qui ne nous ressemblent pas, simplement pour coller à ce que veut l'entourage. Les dilemmes deviennent plus simples à gérer parce qu'on connaît ses limites, ses envies, ses valeurs. On n'attend plus de permission pour oser réorienter sa route et on est capable de rester fidèle à son cap même, ou surtout quand il est différent de celui attendu. Ce mode de fonctionnement a aussi une conséquence très positive sur la gestion du temps et de l'énergie. Moins obsédé par le regard d'autrui, on oriente ses efforts sur ce qui compte vraiment. On s'investit dans des causes, des hobbies ou des missions qui parlent à son cœur ou à sa raison propre. Cela engendre une satisfaction bien plus profonde que de simplement répondre à une tendance ou à une norme sociale. Le temps perdu à se soucier de l'image est récupéré pour apprendre, pour créer, pour tisser ou approfondir des liens de qualité. C'est aussi dans la crise, face à l'imprévu ou au deuil, que l'autosuffisance et la force intérieure montrent leur utilité. Les proches peuvent être présents, mais ne suffisent pas toujours. Le soutien n'est parfois pas au rendez-vous, ou alors il tarde à arriver. Ce qui fait tenir, alors, c'est cette habitude construite d'aller en soi, d'observer sans filtre, d'accueillir ce qui vient et de puiser dans son histoire, son expérience, parfois dans une foi ou un engagement très personnel, pour repartir. Les témoignages nombreux dans l'histoire ou dans la vie ordinaire montrent que ceux qui ont appris à s'appuyer sur eux-mêmes traversent les périodes sombres avec un peu plus de solidité et de confiance. Une remarque importante: l'autosuffisance n'est pas une invitation à l'isolement ou au mépris des autres. Il ne s'agit pas de se croire meilleur ni de rejeter l'aide ou le conseil. En réalité, les personnes qui cultivent cette force intérieure sont souvent celles qui savent reconnaître ce qu'elles ne savent pas, demander conseil sans perdre leur estime, écouter vraiment sans se sentir menacées par la différence ou la contradiction. Elles acceptent de recevoir, mais ne s'effondrent pas si cela ne vient pas, car elles ne font pas dépendre leur valeur ou leur bonheur uniquement du contexte extérieur. Pour cultiver ce type d'état d'esprit, il y a de petits exercices concrets. Cela peut passer par l'écriture régulière, la fixation d'objectifs personnels, la méditation ou toute forme de mise au point avec soi-même, sans performance à obtenir ni regard à conquérir. Certains cèdent de moments de solitude choisis, d'activités solitaires qui révèlent ce qui leur fait vraiment du bien. D'autres tiennent le cap grâce à la nature, à des activités manuelles, à la musique ou à l'apprentissage. L'important, c'est de vérifier régulièrement si l'action entreprise résonne avec ce qu'on veut, avec ce qu'on est, et pas seulement avec ce que les autres attendent ou récompensent. On remarque d'ailleurs que plus cette autosuffisance grandit, plus la peur de l'échec se réduit. L'envie d'oser augmente parce que les tentatives ratées n'ont plus le même goût amer. Elles deviennent de simples étapes, des expériences, des ouvertures. La crainte du jugement extérieur qui paralysait ou empêchait certaines envies s'atténue. L'espace pour inventer, pour rêver ou pour changer d'avis s'élargit parce qu'on sait qu'en dernier recours, on pourra toujours compter sur sa propre capacité de rebond, sur son ancrage, sur l'estime construite chaque jour par des actes fidèles à soi-même. Sur le plan émotionnel, cette liberté intérieure apporte finalement une forme de sérénité peu spectaculaire mais très solide. On n'a plus la montagne russe du moral provoquée par le dernier compliment ou la dernière remise en question. Les bons jours, on savoure. Les jours difficiles, on encaisse, mais on se relève, parfois seul, parfois avec l'aide d'autrui, mais jamais totalement démuni. C'est exactement ce que Marc Aurèle encourageait. S'entraîner chaque jour à ne pas transférer à l'extérieur la totalité de son bien-être ou de son malheur, mais apprendre à bâtir à l'intérieur, à partir de sa vérité, de son histoire, de son courage. Ce mode de relation avec soi-même bénéficie à tout l'entourage, car il allège la pression. On demande moins aux autres de réparer, de valider, d'approuver sans cesse.
on devient plus agréable, plus fiable, moins susceptible. Cela ne règle pas tous les conflits du monde, mais cela apaise de nombreuses tensions inutiles. Et comme bonus, cette posture relâche aussi la pression sur les proches, qui n'ont plus à jouer sans arrêt le rôle de rassurant, d'encourageant ou de valideur officiel. Enfin, l'autosuffisance ainsi comprise permet de traverser la vie avec un sentiment d'être toujours un peu chez soi. Que l'on voyage, que l'on change de contexte, que l'on connaisse des périodes de solitude ou d'intense présence sociale, le point d'ancrage revient en soi. On accueille ce qui vient, on s'adapte sans s'effacer, on reste capable d'invention, d'humour ou d'amitié, sans avoir la boule au ventre à l'idée d'être délaissé ou non reconnu. Ce n'est pas une recette magique, mais un exercice, une habitude qui, comme toute discipline, s'affine à force de pratique, de doute, d'ajustement. Voilà pourquoi les stoïciens insistaient sur l'autonomie intérieure, pas par indifférence ou par dédain des autres, mais pour accéder à une vie moins agitée, plus respectueuse de soi et finalement plus ouverte à l'authenticité dans toute la diversité des épreuves et des joies humaines. Choisir ce chemin au quotidien, même imparfaitement, apporte un genre de sécurité qui ne dépend plus d'un sourire public ou d'une reconnaissance passagère, mais d'un accord profond avec l'essentiel qu'on porte en soi. Ce sentiment d'autonomie, né de l'autosuffisance, ne veut pas dire que tout est facile, ni qu'on ne ressent plus jamais le besoin d'approbation. Même le plus indépendant des esprits n'est pas totalement à l'abri des doutes, de l'incertitude ou d'une petite envie de reconnaissance ici ou là. Ce qui change, c'est la capacité à utiliser cette énergie d'une manière constructive plutôt que de la subir ou de la laisser saboter la confiance en soi. Justement, il existe un chemin assez simple à explorer pour ne pas faire du besoin de validation une faiblesse, mais pour le recycler, le transformer en moteur utile de progression personnelle. Cela ne demande pas d'ignorer les moments de doute ou les piqûres de critique, mais plutôt de savoir s'en servir comme indication ou comme carburant pour apprendre et avancer au lieu de s'arrêter. La première étape, souvent, c'est de ne plus craindre les retours négatifs. Beaucoup de personnes ont tendance à voir la critique comme un poison, quelque chose à éviter absolument ou à balayer sous le tapis le plus vite possible. Pourtant, quand on y regarde de plus près, la grande majorité des retours, même maladroits, même un peu rudes, révèlent souvent des pistes d'amélioration et sont des repères pour grandir. Bien entendu, il ne s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre ni de donner le même poids à chaque remarque, mais de filtrer ce qui a du sens, ce qui touche réellement à nos efforts ou à nos compétences, et de travailler là-dessus calmement. Prendre du recul sur chaque mot permet d'y trouver du bon, même si la forme n'était pas idéale. Accepter cette idée, c'est aussi faire preuve d'humilité, se dire que tout le monde reste en chemin, que l'apprentissage ne s'arrête pas à 20 ou 30 ans, ni à 50 d'ailleurs, et qu'aucune étape de la vie n'interdit de progresser. Le besoin d'être apprécié ou la douleur d'un mauvais retour ne sont pas des défauts honteux, ils sont des réactions humaines à une exposition, à un effort, à une attente. La vraie question devient alors « à quoi me sert cette émotion ?» Comment puis-je l'exploiter pour réajuster, pour avancer plutôt que pour m'enfermer ou me flageller? Marc Aurèle, dans ses écrits, revient d'ailleurs sur cette attitude. Face à la critique ou l'envie de plaire, il conseille d'aller voir ce qui, dans la remarque, relève vraiment d'un point à revoir et ce qui n'a rien à voir avec la réalité. En fait, mobiliser la recherche d'approbation comme moteur de développement personnel, c'est retourner l'énergie du doute ou de la frustration au lieu d'en devenir prisonnier. Une critique sur mon travail, je peux m'en servir pour perfectionner ma méthode, interroger mes choix, approfondir une compétence. Un manque de reconnaissance alors que j'ai fait de gros efforts. Et si je prenais ça comme un signal pour vérifier mes critères personnels de succès, pour retravailler la motivation qui m'anime ou pour mettre en place une nouvelle stratégie de communication vis-à-vis de mon entourage? Les occasions de s'ajuster, d'apprendre ou de transformer un sentiment blessant en quelque chose de concret sont bien plus nombreuses qu'il n'y paraît. Ce réflexe s'applique d'ailleurs à la vie professionnelle comme à la vie personnelle. Dans le travail, par exemple, un retour sec ou un manque d'encouragement peut servir à repenser son mode d'organisation, à ouvrir la porte à des demandes de feedback plus claires, à se fixer ses propres indicateurs de progression. On peut aussi décider, une bonne fois pour toutes, de prendre des initiatives, même si elles ne seront pas automatiquement saluées. La vraie satisfaction viendra alors du fait d'avoir osé, d'avoir franchi une étape, pas juste du retour immédiat. Ce genre d'attitude rend beaucoup plus actif face aux événements. On devient acteur de son apprentissage, pas simple récepteur,
ou victime de l'appréciation d'autrui. Dans la sphère relationnelle, la pratique est la même. Si on remarque un manque de reconnaissance dans un cercle amical ou familial, plutôt que de s'enfermer dans l'amertume, on peut se demander si l'on a été clair sur ses attentes, si un dialogue est possible, ou si certaines habitudes peuvent être modifiées pour que chacun ressente de la considération. Peut-être qu'exprimer davantage sa reconnaissance envers les autres déclenche à son tour une dynamique plus positive, ou que poser des limites apaise une tension ancienne. Se servir de la frustration pour améliorer la relation, au lieu de laisser le malaise s'installer, c'est déjà sortir d'une posture passive et réactive. Un autre champ d'application évident, c'est le développement de ses compétences ou de ses qualités humaines. Parfois, la jalousie ou l'impression de ne pas être assez bien parce qu'on observe les autres devient le point de départ d'un vrai progrès. On peut décider de se former, de tenter une nouvelle activité, d'affirmer sa singularité, de cultiver ce qui nous distingue sans avoir à copier. Ce genre de motivation, si elle est bien dosée, pousse à sortir de la zone de confort, à envisager des défis, petits ou grands, qui viennent directement répondre au sentiment de manque ou au désir d'être reconnu. L'important ici, c'est que la démarche parte de soi et pas seulement d'une volonté d'impressionner. La comparaison avec les autres, qui peut faire mal ou décourager, devient alors une base pour réfléchir à ce qu'on souhaite vraiment améliorer ou découvrir. Ce n'est pas une course ni une compétition permanente, c'est la capacité de transformer chaque observation en une question utile. Qu'est-ce qui m'inspire chez lui ou elle? Qu'ai-je envie d'explorer pour moi? Quels efforts suis-je prêt à fournir, non pour être applaudi, mais pour grandir et mieux m'apprécier? Le regard sur soi change dès lors qu'on considère chaque échec comme une étape et chaque absence de reconnaissance comme un signal, pas comme un jugement ultime. Marc Aurèle, quand il parle de ce mouvement, insiste sur la discipline. Personne ne se réinvente en une nuit, ni ne devient indifférent à la validation du jour au lendemain. Par contre, on peut choisir, à chaque occasion, de poser une question, d'ajuster une décision, de s'entourer de personnes qui encouragent la croissance, d'accueillir le doute comme l'invitation à aller plus loin. Ce rythme, quand il s'installe, fait toute la différence sur le long terme. La peur du jugement s'atténue, la volonté d'essayer reprend du terrain. L'envie de progresser ne dépend plus uniquement de l'anxiété de réussir aux yeux de tous. C'est aussi une manière d'être en paix avec les différents rythmes de la vie. Si l'approbation, l'admiration ou la reconnaissance mettent du temps à arriver ou ne viennent pas du tout, la démarche intérieure reste la même. On continue à avancer sans attendre la perfection ou l'explosion de likes, sans guetter chaque commentaire, chaque hausse d'attention. Cette disponibilité à recevoir le retour des autres, mais à avancer sans lui, appelle une fierté plus stable, une tranquillité qui tient bon dans la durée. Et puis, très logiquement, ceux qui développent cet état d'esprit finissent par attirer plus de respect. Ils deviennent des modèles de persévérance, d'ouverture, voire même d'inspiration pour leur entourage, sans pour autant tout faire pour être dans la lumière. Il y a aussi une question de créativité. Transformer la recherche de validation en moteur de développement pousse à tenter de nouvelles choses. Écrire, inventer, s'exprimer, changer d'avis. Celles et ceux qui osent malgré le doute, qui profitent de leur déception pour rebondir, qui s'autorisent à évoluer, témoignent souvent de découvertes inattendues, d'opportunités nées d'une simple remise en question. Les critiques qui auraient pu enfermer deviennent alors déclencheurs de projets, d'initiatives, de modifications utiles dans la vie quotidienne. Pour que tout cela fonctionne, il faut exercer une forme de lucidité, reconnaître ses défauts sans complaisance et ses qualités sans fausse modestie. Cette honnêteté encourage à remercier les critiques justes, à lâcher prise sur les retours injustes, à garder le cap même dans le silence ou l'injustice apparente. Ce processus libère énormément d'énergie mentale, car on ne gaspille plus son temps à ressasser la vie des autres, mais à s'en servir pour bâtir quelque chose, à son rythme, pour soi et, parfois, pour ceux qu'on aime. Les bénéfices sont nombreux et visibles dans l'engagement, l'épanouissement ou le courage de s'afficher tel qu'on est. Les perfectionnistes, les timides, les hypersensibles trouvent dans cette technique un moyen de vivre avec leur fragilité, de les recycler dans leur parcours sans en faire un obstacle fixe. L'effet d'entraînement touche souvent aussi l'entourage, car l'attitude proactive invite à l'entraide, à la collaboration, à l'émulation, loin de la guerre d'ego ou de la paralysie de la peur. Ceci peut même transformer l'ambiance dans un groupe, dans une famille ou dans un espace professionnel. Il y a aussi, peu à peu, un allègement de l'angoisse de l'échec, quand la réussite n'est plus synonyme de recevoir l'ovation générale, mais de progresser selon ses critères, de corriger ses erreurs, de tenter malgré les doutes, l'expérience gagne en profondeur.
On s'ouvre à la diversité des chemins, des rythmes, des ambitions. La question de savoir pourquoi je cherche l'approbation devient un levier pour inventer, pour dialoguer, pour élargir le spectre de ce qui est possible, même et surtout si cela ne plaît pas à tous. En résumant, utiliser le besoin de validation comme propulseur, c'est retrouver la main sur son histoire, c'est transformer la pression sociale en énergie personnelle. Plutôt que de s'en vouloir d'être parfois touché par le regard extérieur, il s'agit d'accueillir la sensation comme un indicateur. Ce n'est pas la peur qui parle, mais l'opportunité de devenir plus humble, plus fort, plus attentif à ce qui a du prix. Et, à chaque occasion, faire de la recherche de validation un outil pour grandir, prendre des risques, corriger ou même simplement affirmer ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on rêve, là réside la véritable liberté. Ce genre d'attitude ne supprime pas magiquement les moments de doute ni la douleur d'un retour blessant, mais il transforme l'ensemble du rapport à l'échec, à la réussite, au rapport avec les autres. C'est une dynamique de vie. Chacun, à son niveau, peut décider de commencer cet entraînement, d'y revenir aussi souvent que nécessaire, peu importe l'âge ou le contexte. Ce qui compte, c'est la sincérité dans la tentative, l'ouverture à faire des erreurs, le plaisir de s'ajuster, encore et encore, pour n'être ni enfermé dans l'attente de plaire, ni figé dans la peur de décevoir. À la longue, transformer le besoin de validation en moteur de progrès devient la marque d'un individu libre, résilient et prêt à accueillir avec curiosité tout ce que la vie a à offrir. Quand on décide enfin de transformer la recherche de validation en une opportunité d'avancer, on ouvre la porte à une forme de maturité nouvelle, celle qui consiste à vivre selon sa propre dynamique. Mais il existe une autre facette essentielle du stoïcisme, présente tout au long de la pensée de Marc Aurèle, qui continue de prendre de l'ampleur dès qu'on cherche à se libérer du besoin de validation. Le détachement face à ce qui ne dépend pas de nous et la capacité à vivre vraiment dans le moment présent. C'est comme si, à force de se questionner sur sa valeur, ses progrès, ses points forts et ses points faibles, on arrivait naturellement à se concentrer sur l'instant, à prendre la vie jour après jour et à goûter chaque expérience sans y accrocher un lot d'attente ou de crainte du regard extérieur. Ce fameux détachement n'a strictement rien d'un repli sur soi ni d'une froideur à l'égard du monde. Ce que Marc Aurèle voulait exprimer, et que les stoïciens reformulaient très souvent, c'est plutôt une capacité à ne pas attacher sa paix, son bonheur ni son stress à ce qui fluctue tout le temps dans la vie, les avis, les tendances, les humeurs collectives, la reconnaissance aléatoire ou la mode du moment. C'est une façon de se rappeler, chaque matin ou chaque soir, que la seule chose vraiment accessible, c'est ce qu'on vit ici et maintenant, et que le reste peut tourner, changer, s'écouler, sans emporter la tranquillité qu'on cherche à construire pour soi. Les anciens l'écrivaient déjà, mais dans la vie d'aujourd'hui, cet art de vivre devient presque une nécessité pour ne pas s'épuiser psychologiquement. Dans la réalité de tous les jours, ce détachement se voit dans une foule de petits détails. Par exemple, on s'aperçoit qu'on s'inquiète moins pour la façon dont les autres réagissent à chaque action. On ne passe plus autant de temps à anticiper la réaction de son entourage, à vouloir correspondre à tout, à se justifier systématiquement ou à corriger le moindre petit désaccord. Ce qu'on découvre, c'est qu'en ramenant le regard sur ce qu'il y a à faire maintenant, le projet en cours, la discussion honnête, le moment partagé ou la tâche anodine, le mental s'allège, l'agitation retombe et tout devient un peu plus gérable. Cela paraît minime, mais dans un quotidien saturé de comparaisons et de surveillance mutuelle, c'est un vrai soulagement. Vivre dans l'instant présent, c'est aussi accepter de ne plus être fasciné par l'image qu'on renvoie, ni obsédé par les scénarios de réussite ou d'échec à venir. Marc Aurèle, dans ses textes, invitait chaque personne à revenir dans l'instant qui est le nôtre, à ne pas reporter la vie à demain, ni à recalculer le passé. Il n'est pas question d'oublier qu'on a une histoire ou qu'on prépare l'avenir, mais d'arrêter d'y passer tout son temps, comme si la vie se jouait ailleurs ou plus tard. Ce mode de vie fait émerger un sentiment assez rare. On est pleinement là, disponible pour l'échange, pour la nouveauté, pour le simple plaisir d'agir ou d'écouter, sans que la recherche de perfection ou de reconnaissance gâche l'expérience. La différence se remarque assez vite. On commence à apprécier les discussions, les rencontres ou les pauses professionnelles sans mauvaise conscience ni besoin de tout contrôler. Un compliment devient simplement un moment agréable. Une critique n'est plus vécue comme une condamnation ou une menace, mais simplement comme une expérience qui ne dit rien d'absolu sur ce qu'on est. Même un silence, une absence de retour, de feedback ou de reconnaissance perd sa capacité à tourmenter. On n'attend plus les messages non lus.
On ne traque plus la réaction des autres, car on a appris à se nourrir de ce qui se vit concrètement, sans surinterpréter chaque signe extérieur. Ce travail de détachement, bien sûr, ne se fait pas en une matinée ni sans rechute. Puisqu'on reste humain, il y aura toujours une journée difficile, un commentaire qui blesse, une soirée où on rumine. Mais ce qui s'installe petit à petit, c'est une forme de réflexe. Dès que l'envie de validation prend le dessus, on s'en aperçoit, on en rit parfois, et on parvient à ramener son attention sur ce qui, effectivement, dépend de soi. De là naît une sérénité profonde, très différente de l'insouciance ou de la paresse. Elle se manifeste dans la gestion des imprévus, la réponse aux attaques, la disponibilité pour ceux qui comptent, et surtout le refus d'être ballotté à chaque aléa de l'opinion. Dans le monde professionnel, cette posture change beaucoup de choses. Ceux qui pratiquent un certain détachement ont souvent la réputation d'être stables, constants, fiables. Ils ne paniquent pas à la première mauvaise note, n'explosent pas de joie ou ne se sentent pas effondrés au moindre compliment ou reproche passager. Ils viennent, ils font, ils avancent, et quand ils échouent, ils prennent ce qui est utile, puis recommencent. Cette attitude calme détend aussi leurs collègues et apaise les tensions. On sent qu'on peut parler, essayer, rater, sans que tout devienne affaire d'orgueil, de réputation ou de drame. Dans les amitiés ou la vie de famille, le détachement stoïque permet de mieux savourer les moments partagés. On cesse d'attendre des proches qu'ils jouent le rôle de garant de notre valeur ou de notre avenir. La spontanéité revient, la tendresse reprend le dessus, les colères fondent plus vite. On est simplement là quand il le faut, sans surcharge d'attente, et on pardonne plus facilement. Le besoin d'approbation ou la peur du conflit ne dicte plus tous les mots ou tous les gestes. Ce détachement est justement ce qui favorise la souplesse dans les relations et la prise de recul face au conflit. Plutôt que d'être englouti par le drame ou l'angoisse de plaire, l'individu stoïque sait que l'autre peut penser différemment, juger à sa façon, être dans une phase de distance ou de critique. Ce n'est pas une tragédie ni une question de survie. On apprend à rester en lien sans s'y perdre, à poser des limites quand c'est nécessaire, à exprimer ses besoins tout en restant disponible à la surprise, à l'évolution, au pardon. Il est bon de rappeler aussi que ce détachement ne signifie pas fuir la vie, l'intensité, ni la passion. Ceux qui cultivent cette posture ne sont ni indifférents ni blasés. Ils accordent simplement moins d'énergie à l'obsession de l'image, à la compétition invisible du plus aimé, du plus validé. Du coup, ils se réservent pour ce qui compte, une passion à honorer, un projet à défendre, une cause à porter ou tout bêtement une joie quotidienne à savourer. Le détachement stoïque n'est pas une armure, mais un filtre. Il protège du bruit inutile et laisse passer l'essentiel. Dans la société d'aujourd'hui, où tout est mis en avant, succès, beauté, like, visibilité, cultiver le détachement ressemble parfois à une résistance douce et silencieuse. Il peut y avoir des moments de doute, d'envie, de comparaison, et c'est normal. L'important, c'est d'en avoir conscience et de ne pas se laisser happer par la spirale. Prendre l'habitude de remettre le regard sur ce qui se joue là, dans la minute, c'est se donner toutes les chances de profiter de la vie même quand elle ne correspond pas aux standards imposés. La puissance de ce regard intérieur, posé sur l'instant, apaise la pression de la perfection, de la reconnaissance permanente ou de l'angoisse de l'avenir. Petit à petit, on constate que la maîtrise de ce détachement et du moment présent transforme aussi la façon de faire des choix. Décider pour soi, agir parce que c'est cohérent avec ce que l'on souhaite, réajuster quand il le faut sans tout remettre en cause à cause d'un retour négatif ou d'un silence. On devient beaucoup plus prêt à l'erreur, à la tentative, à la surprise. Même si tout ne fonctionne pas, au moins on vit selon ses termes et non selon un cahier des charges invisibles. Sur le long terme, l'effet le plus fort, c'est la diminution de la fatigue mentale. Plus besoin de ressasser 100 000 possibilités, d'imaginer tous les jugements, d'anticiper chaque réaction ou de garder le fil de toutes les conversations passées. L'énergie se libère, l'attention se concentre, la respiration reprend un rythme naturel. C'est la porte ouverte à plus de créativité, de curiosité, de projets qui naissent et meurent sans drame, au gré des envies réelles et non des attentes de la foule. Ce mode de vie apporte aussi beaucoup à l'entourage. Il déculpabilise, redonne à chaque relation la part de légèreté et de partage qui la rend vivante. Il devient possible de recevoir sans méfiance, de donner sans s'épuiser, d'accepter le soutien sans se rendre esclave de la gratitude ou de la peur de déranger
déranger. On simplifie la communication, on clarifie c'est oui, c'est non, on s'éloigne quand il le faut, on revient quand on est prêt. En avançant ainsi, beaucoup de personnes découvrent de nouveaux centres d'intérêt, renouent avec le plaisir d'apprendre, d'essayer, de s'exprimer sans pression de résultats. Ce détachement, loin d'émousser la motivation, la purifie. On agit par élan réel, non pour faire bonne figure ou rafler la validation. L'amour du moment présent permet aussi de mieux traverser les épreuves, puisqu'on sait que rien n'est figé, que les bonnes comme les mauvaises passes sont temporaires. Finalement, ce regard stoïque pose un cadre rassurant à la vie. On n'a plus à demander sans cesse la permission d'exister. On n'a plus à se justifier, à plaire inlassablement, à tordre ses envies pour être sûr d'être applaudi. Chacun peut, à sa manière, s'exercer à cette posture, en se rappelant le soir ce qui dépendait vraiment de soi, en accueillant les ratés du jour sans honte, en louant les petits succès du quotidien, en se pardonnant la tendance à revenir de temps en temps à l'obsession de validation. Avec le temps, ceux qui vivent ce détachement stoïque éprouvent moins de peur des critiques, moins de dépendance vis-à-vis des compliments, moins d'inquiétude face au regard du monde. Ils restent accessibles, curieux, ouverts, mais ils ne vivent plus sous l'autorité permanente du « que va-t-on penser ?» Ce sont eux qui, doucement, inspirent confiance, encouragent l'authenticité, montrent qu'on peut être à la fois humble et solide, en paix avec la diversité des jugements et capable de construire, de créer, de vivre dans le seul espace qui nous appartient vraiment, ici, maintenant.